Bonjour, bienvenue sur Canal Réel pour cette 43e édition du Festival Cinéma du Réel. On arrive à la fin de la première semaine du festival et cette séance clôt notre programmation Front Populaire, à quoi servent les citoyens. Nous avons voulu nous associer au mouvement de protestation contre la loi sécurité globale qui vient contrer nos libertés et notre liberté à faire des images, à les diffuser, et qui accroît les dispositifs de contrôle et de surveillance qui sont à l'œuvre dans notre démocratie. Cette loi marque également pour nous un moment charnière où il nous a semblé nécessaire de se poser à nouveau la question de la place de l'image dans notre société, en particulier quand l'image est de plus en plus utilisée par les dominants, et se poser la question de quelles images on peut opposer aux images du pouvoir. La séance qui est une discussion en particulier entre cinéastes et elle sera menée par Dorg Zabounian qui est professeur de cinéma à l'université Paris 8 qui va vous présenter les personnes qui sont sur scène rapidement et puis cette discussion durera pendant 2 heures. Je vous souhaite une bonne séance. Ok, donc merci Catherine pour ta présentation. Je suis très, très heureux d'être là, d'avoir la possibilité d'animer cette table ronde. Voilà, on est assez nombreux. Je laisserai peut-être à chacune et à chacun de se présenter brièvement. Je disais que c'est aussi une table ronde relativement bigarrée ou hétérogène dans la mesure où il y a majoritairement effectivement des personnes qui travaillent dans le cinéma, qui font du cinéma, mais il y a aussi un juriste parmi nous et il nous a semblé très important aussi d'opérer cette espèce de rencontre entre des professionnels de l'image, des artistes, des documentaristes qui effectivement se confrontent à cette actualité, à cette réalité, qui est une réalité politique, mais aussi législative, juridique. Donc on est à la croisée un petit peu de différentes approches. Et c'est vrai que la table ronde aujourd'hui aimerait créer comme ça des liens entre non seulement ces approches, mais aussi entre des images qui relèvent effectivement du cinéma documentaire essentiellement, même si on pourra peut-être se décaler, se déplacer vers aussi le cinéma de fiction si on a le temps. Et puis donc d'autres régimes d'images réalisés aussi par des activistes anonymes, des journalistes et qui circulent en massivement sur les réseaux sociaux. Et il s'agira aussi peut-être ensemble de penser peut-être cet écart qu'il peut y avoir entre la représentation de certaines violences policières, c'est aussi l'enjeu de cette discussion, dans les médias et aussi comment ces mêmes images ou d'autres images qui s'en rapprochent sont reprises dans la pratique du cinéma documentaire. Donc le contexte qui est le nôtre est essentiellement un contexte, c'est vrai, français. Mais si on a le temps, peut-être qu'il s'agira également dans le monde ultra connecté qui est le nôtre, peut-être d'opérer des liens avec ce qui se passe dans d'autres pays, où justement ces violences policières sont effectives, autrement effectives, et voir aussi quels sont les relais d'images qui justement nous arrivent de ces différents pays. Alors on a connu aussi une décennie de soulèvements plus ou moins réprimés dans le monde arabe en 2011. Il y a eu les événements du parc Gezi à Istanbul. Il y a eu des violences policières un peu partout dans le monde. Je ne vais pas faire la liste, elle est très longue. Jusqu'aux événements aussi récents à Hong Kong. Peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y avait un film du festival qui était programmé sur justement les heurts entre manifestants à Hong Kong et les forces de police sur place. Je pense qu'à terme, ça serait aussi bien de voir un petit peu quels sont les possibles aussi du cinéma, des documentaires essentiellement, mais peut-être pas que documentaires, au regard de cette situation où nous sommes, un peu comme dans le dispositif du film de David Dufresne, enveloppés
par ces images. Je pense notamment à votre film, la manière dont les intervenants regardent les images et sont enveloppés aussi d'images. Là, c'était le cas littéralement dans votre film, mais aussi d'un point de vue métaphorique, c'est aussi notre cas. Même si, nous ne montrerons pas d'image à l'occasion de cette table ronde. Alors, Catherine l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que cette réflexion commune s'inscrit dans le cadre d'une proposition de loi. C'est une proposition de loi qui avait été présentée à l'Assemblée nationale, donc dite de sécurité globale. Et je pense que c'est rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est bien aussi de partir un petit peu de ce texte de loi, de proposition de loi, donc qui est porté par des députés de la République En Marche. Ce n'est pas un projet de loi du gouvernement, c'est une proposition de loi qui émane des députés et qui vise à, je cite le texte de la proposition de loi, à intégrer plus directement l'ensemble des acteurs de la sécurité et de la sûreté autour d'un continuum de sécurité. Donc ça, c'est un préambule de cette proposition de loi. Et il y a 2 articles, en particulier, dont l'article 24, mais aussi un article 22 dont on parlera peut-être sur les drones, qui donc vise à interroger aussi les outils technologiques à disposition, dont la vidéoprotection et la captation d'images. C'est le titre 3 de cette proposition de loi. Par ailleurs, donc, l'article 24 va aussi nous occuper. Donc moi, je serais aussi très curieux d'avoir l'avis un peu des uns et des autres dans un instant. Mais je pense que cette mise au point est vraiment décisive, y compris au niveau des mots qu'utilise le législateur, notamment cet article 24. Et je précise qu'il est en train il a déjà été réécrit par 2 co-rapporteurs du Sénat, 2 sénateurs républicains ont réécrit cet article. Donc voilà, il y a une semaine, peut-être qu'il sera encore réécrit quand il va retourner à l'Assemblée, mais je vais quand même indiquer voilà, rapidement ces quelques lignes, le contenu de cet article 24 qui vise à prohiber, je cite, l'usage malveillant de l'image des policiers nationaux et militaires de la gendarmerie en intervention. Et donc, bien sûr, cet adjectif malveillant a donné lieu à beaucoup de commentaires et de discussions, y compris parmi les juristes eux-mêmes. Et voilà quelles sont les 4 lignes donc, de cet article 24. Dans la première mouture, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Alors la réécriture porte en fait, il a été complètement réécrit cet article, plutôt sur, désormais on parle d'un délit de provocation à l'identification. Donc la question de l'image, en fait le terme d'image a pour l'instant disparu, si j'ai bien lu le texte, et ce qui m'intéresse, peut-être qu'on peut faire un premier tour de table à ce sujet, c'est sur justement un petit peu les mots qui sont utilisés et de l'avis même des juristes, une espèce d'imprécision aussi au niveau de l'article, puisqu'on se demande que peut bien représenter cette notion de qualification d'intégrité psychique, et que justement il y a là une espèce d'imprécision qui est périlleuse selon les juristes, notamment Christophe Bigot, qui est un avocat spécialiste du droit des médias, qui indique que cette mention même d'intégrité psychique peut viser, je le cite, quasiment tout préjudice moral, et que c'est là en fait que l'atteinte à la liberté d'expression se fait. Voilà, peut-être un premier tour de table sur un petit peu la lecture que les uns ou les autres vous avez pu faire de cet article. Alors, je vais tenter de donner la parole aux juristes, mais c'est pas du tout une obligation. N'importe qui ici présent peut intervenir sur la lecture et quelle réaction aussi, en tant que cinéaste, cela a pu susciter en vous. Et je précise qu'il y a aussi parmi nous des personnes qui appartiennent à la coordination contre la loi sécurité globale, dont je parlerai aussi peut-être tout à l'heure en donnant la parole aux personnes qui sont actives dans cette coordination. Voilà, je ne sais pas qui souhaite
intervenir sur un petit peu cette première impression finalement au moment de la lecture de cet article. Je vais me lancer. Alors David Dufresne. Oui. Il faut rappeler l'origine de cet article. Ce sont les syndicats de police. Ce sont les syndicats de police qui avaient demandé depuis facilement 2 ans une telle disposition dans la loi, disposition qui leur avait été en fait refusée par Christophe Castaner. Si on regarde bien, Castaner s'était débrouillé pour que ça ne vienne jamais au Parlement. Il y avait eu déjà des projets de loi qui avaient été déposés, qui n'avaient pas été discutés. Et en fait, c'est Gérald Darmanin qui a accédé à la demande des syndicats de police et qui a en fait imposé les 3 articles dont on parle le plus, dont l'article 24, mais le 21 et le 22 aussi. En fait, c'est le gouvernement qui a imposé ces articles-là dans cette loi, dans cette proposition de loi, sécurité globale, qui existait, qui était dans les cartons depuis des mois et qui jusqu'alors ne s'intéressait, mais on pourra aussi s'y intéresser, qu'à l'aspect société privée de sécurité et police municipale. C'est ça, l'idée du continuum sécuritaire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire faire en sorte que les pouvoirs de police de la police nationale soient en partie partagés avec les polices municipales et les sociétés de vigiles, pour aller très vite. Un tout petit chiffre, aujourd'hui, on a dorénavant en France plus de gens qui s'occupent de la sécurité que d'agriculteurs. Il y a 430 000 personnes, si on mélange privé et public, qui s'occupent de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens pour surveiller ou pour, on va dire, s'occuper de la sécurité que pour nous nourrir. Donc ça montre quand même le changement de... Enfin, voilà, c'est un marqueur. Bon. Et cet article 24, donc, c'était pourquoi ? C'était parce que les syndicats, évidemment, ont bien compris l'enjeu qu'il y a derrière les images, notamment à travers les réseaux sociaux. Parce que là, il ne faut pas se tromper. En réalité, l'article 24 vise moins les documentaristes, les journalistes, que les réseaux sociaux. Et c'est bien pour ça, d'une certaine manière, c'était assez malin. Pas assez pour que ça ne se voit pas, mais c'était la diffusion qui était visée et non pas le tournage. Bon, alors, la grave erreur des députés, c'était la grave erreur médiatique, on va dire, c'était d'avoir mélangé la loi sur la presse, qui est une loi totem, qui est une loi quasi intouchable, 1881. Donc, ce que les sénateurs ont fait, c'est enlever la presse pour finalement faire en sorte, je pense aussi, que les journalistes y aillent mollo sur la critique, de sorte de faire passer les choses. Donc c'est ça l'enjeu dans lequel on est. Après, les choses sont extrêmement claires. C'est effectivement, tel que Darmanin le répète à raison, c'est une guerre de l'image. C'est une guerre de l'image. Quand Gérald Darmanin fait le Beauvau de la sécurité, qui sont des tables rondes où il n'y a ni table, ni comment dirais-je, esprit critique, mais vraiment pas. Moi, je regarde tout, je peux vous dire... Tout. Il y a pour l'instant rien qui transparaît. La première table ronde porte précisément là-dessus, sur la communication, et précisément sur comment la police doit, le terme employé, c'est riposter. Donc l'enjeu, c'est celui de l'image. Voilà, c'est absolument celui-ci. Et c'est assez... J'arrêterai là, je passerai ensuite la parole. Il faut aussi noter que cette loi, au départ, elle est portée par Jean-Michel Fauvergue, qui est un ancien policier. Donc c'est une loi de police, pour la police, par la police. Donc là aussi, ça dit des choses sur la société dans laquelle on est. Et par ailleurs, l'article 24 ne doit pas nous faire oublier tous les autres articles et toute la philosophie de cette loi avec ce nom incroyable, sécurité globale. Oui, Noé Wagner. Pour abonder dans le sens de ce que vient de dire David Dufresne, je pense ce par quoi il a terminé, je pense qu'il faut replacer également cet article 24 dans un chapitre qui est tout entier dédié à la question de la captation d'images. Parce qu'en fait, c'est une loi qui organise de manière quasi industrielle des modes de captation d'images, en particulier dans l'espace public. Et l'article 24 traite finalement de l'encadrement de la captation d'images en mode inversé, c'est-à-dire par les citoyens qui
voudrait effectivement prendre des images des forces de l'ordre. Mais il faut vraiment le comprendre dans cette espèce d'écosystème d'images qui sont produites, vous l'avez dit tout à l'heure, par les drones, mais il y a également des dispositions majeures qui ne font aujourd'hui pas l'objet d'une importante médiatisation, en tout cas à la hauteur des enjeux qui sont derrière, autour des caméras embarquées, autour des caméras mobiles, autour des caméras fixes, et autour des personnes qui peuvent accéder à toutes ces images-là. Donc on a vraiment une loi qui a certes toute une première partie, comme David l'a rappelé, qui traite de la question du continuum de sécurité et qui pense une espèce de grande articulation de mise en scène générale de toutes les forces de sécurité, qu'elles soient publiques et privées en France. Et puis on a ce mastodonte dans la loi où, de manière très intéressante, c'est pour ça que je crois que cette table ronde est particulièrement importante et originale, parce que finalement on la peut traiter sous cet angle-là. Cette loi place la question vraiment de l'image au centre du débat dans toutes ces déclinaisons. Après, s'agissant spécifiquement de l'article 24, c'est vrai que c'est difficile d'en discuter à ce stade, comme vous l'avez signalé. On est sur un article qui est encore en évolution. On a l'article 24 que tout le monde à présent connaît, avec ses énormes dangers, dont un qui n'a peut-être pas été abordé, qui est pourtant peut-être son danger premier, c'est sa dimension fortement préventive, c'est-à-dire c'est l'intention, le but manifeste de porter atteinte. Alors, effectivement, il y a ce problème de la définition précise de ce qu'est l'atteinte à l'intégrité psychique, qui est potentiellement surinvestie dans tous les sens par la personne qui se considère victime. Mais il y a d'abord cette dimension préventive, c'est le simple fait de diffuser ces images dans un but qui est difficile à déterminer, va permettre ensuite de pouvoir mettre en échec à ce nom-là la personne qui capte ces images et de l'entraîner dans la chaîne de la procédure pénale, c'est-à-dire de procéder à son interpellation, de l'emmener en garde à vue, etc., etc. Donc il y a ce problème effectivement de l'ancien article 24 et puis ce nouvel article 24 tel qu'il a été modifié par le Sénat. À ce stade, on ne sait pas bien si cette rédaction-là va elle-même perdurer. C'est-à-dire si c'est une rédaction, la rédaction actuelle, donc la provocation à l'identification des forces de l'ordre, dont effectivement vous avez raison, le terme image a disparu, puisque ce qui est important, c'est vraiment cette idée de données d'identification qui serait placée sur la place publique. Mais on ne sait pas bien à ce stade si cette rédaction fait l'objet d'une approbation par le ministère de l'Intérieur. Autrement dit, si c'est un jeu en solitaire de la majorité sénatoriale qui n'est pas la majorité gouvernementale, les députés, les sénateurs, les républicains, ou si au contraire cette disposition va encore faire l'objet d'une réécriture à l'occasion de la commission mixte paritaire, puisqu'on ne va pas tout de suite passer à la dernière phase, en fait, après l'adoption par le Sénat, on va tout de suite passer à la dernière phase de la navette parlementaire, c'est-à-dire on va réunir 7 députés, 7 sénateurs, et on va les forcer à se mettre d'accord, et s'ils ne se mettent pas d'accord, ce sera l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Là aussi, ça c'est très problématique, hein, parce que normalement, la navette parlementaire est beaucoup plus longue, mais on a accéléré toutes ces procédures, et c'est une des autres difficultés. Bon, bref, tout ça pour dire, c'est un peu décousu, excusez-moi, mais tout ça pour dire que c'est assez difficile de se prononcer sur cet article, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle mesure est-ce que la rédaction qui est en cours d'approbation par le Sénat, qui sera adoptée dans le courant de la semaine prochaine par le Sénat, sera celle qui perdurera, mais sa rédaction là, telle qu'elle s'annonce du côté du Sénat, donc c'est la provocation à l'identification. Ça c'est aussi un élément qui est intéressant, puisque on singe, on mime des dispositions qui viennent de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui a été évoquée tout à l'heure, où on sanctionne en particulier les provocations à la haine. Et là, c'est la provocation à l'identification. Donc c'est une façon, vous voyez, de se situer dans tout un courant de règles qui sont là d'abord et avant tout pour protéger la liberté de la presse, etc. Et à partir de là, on va mimer les mots de la loi de 1881 pour créer une provocation nouvelle qui est la provocation à l'identification, dans le but, à nouveau, de porter, dans le but manifeste, de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes des forces de l'ordre. Très bien.
Alors, allez-y, c'est... Alors, moi, je voudrais faire un petit pas en arrière, en fait, par rapport à cet article de loi 24, pour parler de la totalité de la loi. Donc, moi, j'interviens, je suis Erika Haglund, j'interviens en tant que membre du SCA, donc les scénaristes de cinéma associés. J'ai un pied dans les deux mondes parce que je suis aussi documentariste. J'ai été monteuse pendant longtemps, donc j'interviens aussi sous une casquette qui a été celle de monteuse. Par rapport à l'ensemble de la loi, enfin, j'ai l'impression que la loi 24 nous concerne particulièrement puisqu'elle questionne effectivement le monde des images et celui de l'intention, qui est une vraie question aussi parce que beaucoup d'intentions en fait se posent dans l'après-coup de la prise d'images en salle de montage par exemple. Donc ça c'est une vraie question sur l'intention. Mais sur l'ensemble de la loi, il me semble important de parler de cette question aussi de la question de la sécurité privée et d'une privatisation en fait du maintien de l'ordre et des forces de l'ordre. Et je trouve ça important de dire aussi que ça englobe, enfin ça fait partie de quelque chose qui est très global, qui est la privatisation du service public, que ce soit du côté de la santé ou de l'éducation. Et là, on a quelque chose à qui ça profite aussi quand il y a un marché qui s'ouvre et qui est le marché à la fois de technologie, d'armes et de sécurité privée, de services de sécurité privée. Parce que si on va sur des sites de sécurité privée, par exemple, on voit qu'il est dit que l'État va être dépossédé, comme par magie, d'un certain nombre de ses prérogatives, ce qui ouvre évidemment un marché important. Donc ça, c'est aussi en tant que citoyenne, puisque c'est à quoi servent les citoyens aussi, la table ronde. Je trouve que c'est vraiment une question sur cette question de la privatisation des services publics en général. Voilà. Et sur la question de la loi 24 et des intentions, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, qui nous questionne, cette question de l'intention, parce que souvent, une image, on en trouve le sens en la fabriquant, en la regardant, en la travaillant en salle de montage. Enfin, je pense qu'il y a tout un processus qui fait que le sens de ce qu'on est en train de faire, il se fait chemin faisant. Voilà. Et voilà, donc ça c'est une vraie interrogation sur l'intention qu'on a au moment où on prend l'image. Après, il y a deux types d'images. Il y a l'image immédiate et puis il y a l'image qui est effectivement plus peut-être celle des cinéastes, qui est l'image retravaillée, revue, l'image dans le temps long. J'espère qu'on reviendra sur cette distinction-là, justement entre l'image du cinéaste et les images qui sont aussi saisies par des manifestants anonymes dans le heure avec la police. Mais Laurie Lassa, je crois que vous vouliez intervenir. Je crois que vous leviez la main. Allez-y si vous voulez. Oui, moi je trouve que c'est une question extrêmement importante, l'intention, parce qu'effectivement, quand on dit malveillance, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, comme le dit très bien le documentaire de Parrot et Elmadjian, il y a vraiment cette question de l'interprétation aussi des images, et qui est toute la question du cinéma. Donc, en fait, effectivement, cette loi, elle pose presque des questions de cinéma. Enfin voilà. Après moi, ce qu'elle m'évoque, c'est quand même que effectivement, c'est une bataille de l'image avant tout, et que c'est aussi ce qui est dit dans le documentaire, il me semble, qu'en fait, c'est une illusion de la part du moins des forces de l'ordre, ou en tout cas du gouvernement, de se dire qu'on peut maîtriser l'image absolument. Et c'est vraiment un truc de démiurge. Enfin, du bris en tout cas, qui est que soudain l'image serait parfaitement contrôlée, quoi. Ça parce que évidemment, que ce soit effectivement les images qui sont prises sur les réseaux sociaux diffusées, etc. Enfin, on est dans une époque où tout le monde filme, et donc l'image est de moins en moins maîtrisable, et d'où cette loi, j'imagine aussi d'une certaine manière. Et en fait, cette chose-là, je trouve qu'elle est assez... Enfin, elle raconte beaucoup de notre époque. Elle raconte beaucoup de la direction qu'en tout cas ce gouvernement est en train de prendre. Et aussi, l'autre chose, moi, que ça m'évoque, là, pour parler encore un peu globalement de cette loi sécurité globale, c'est que, enfin, en tout cas, de ma jeune expérience de cinéaste, je dirais que, ayant filmé durant les expulsions à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018 et à peu près durant toutes les manifestations des Gilets jaunes, et aussi ayant d'autres amis filmeurs, filmeuses, qui ont été dans ce genre de terrain, j'ai la sensation, mais peut-être c'est qu'une sensation, vous allez me confirmer ou pas, que en fait cette loi, elle légitime des actes de la part des policiers, des forces de l'ordre,
qui sont déjà là depuis des années. C'est-à-dire que nous empêcher de filmer, viser les filmeurs et les filmeuses. Je dis filmeurs au sens large parce qu'effectivement, il y a des cinéastes, il y a des vidéastes, il y a tout ce qu'on veut. Moi, je me suis déjà fait viser je ne sais combien de fois en manif. J'ai des images et on en a vu plein, de policiers qui nous visent. Donc, c'est une façon d'empêcher de filmer quand même, d'une certaine manière. Effacer des images quand donc un vidéaste ou un cinéaste est mis en garde à vue pour une raison obscure, par exemple le fait qu'il ait filmé des violences policières, par exemple, ça arrive quand même assez souvent qu'il soit mis en garde à vue, et du coup qu'on invente un prétexte pour le mettre en garde à vue, et qu'on efface ces images. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois à plusieurs amis. Casser les caméras aussi, tout simplement. Bien sûr, il y a l'histoire des drones. Les drones, ça fait aussi longtemps. C'est-à-dire qu'à la ZAD, il y en avait pendant les expulsions et pendant les Gilets jaunes aussi. Et je crois que par rapport à la loi, c'était pas légal. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, dans les gestes et aussi dans les manières de comment dire. Donc je ne sais pas s'il y avait déjà de la reconnaissance faciale. Ça, je pense que c'était encore en expérimentation. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette loi légitime, en tout cas dans certaines dimensions, à certains endroits, des pratiques qui sont en cours depuis quand même plusieurs années, quoi. Je voudrais rebondir. Pardon, je voudrais rebondir parce que... Alors, allez-y, oui, Laetitia Amoureau. Non, parce que justement, moi, je pensais, on discute de cet article 24 et de la question de l'intégrité physique et psychique des forces de l'ordre. Je pense qu'il y a un élément important et qu'en tant que citoyenne et citoyen, on doit prendre à bras-le-corps, c'est la question de l'intégrité physique et psychique de celles et ceux qui font ces images et au-delà, évidemment, des manifestants et des manifestantes. Et nous, en tant qu'organisation Société d'auteurs, donc la SCAM que je préside, on s'est mobilisé dès décembre 2019 parce que qu'est-ce qui se passe en 2019 ? Il y a de grandes manifestations des Gilets jaunes un peu partout en France. Et à l'issue d'une journée de mobilisation très forte en décembre 2019, il y a 25, tu dis filmeurs, filmeuses, c'est très juste, parce que ce sont des vidéastes, des photographes, des documentaristes, des journalistes, encartés ou pas, et je reviendrai là-dessus, qui sont blessés ou qui sont mis en garde à vue. Enfin, je trouve que là, on est dans un bilan qui est terrible. Et évidemment, on se mobilise et on fait un communiqué de presse en disant qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Alors, c'est des choses qui ont été très bien montrées dans des documentaires, dont celui de David Dufresne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de montée en puissance, quelque part, de la mise en danger de ceux qui font leur travail, quel que soit le média qu'ils utilisent. Et c'est là où c'est dangereux aussi de diviser entre journalistes encartés, documentaristes, etc., parce qu'ils sont visés de la même façon. Et ils seront mis en garde à vue de la même façon. Et leur sécurité physique et psychique sera mise en danger de la même façon. Donc, ce que je trouve important, c'est de bien comprendre que cette loi de sécurité globale, c'est l'aboutissement de quelque chose, comme tu disais. Malheureusement, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers, qu'on dit difficile ou quoi, et mes copains là-bas, ils me disent, regarde, tu vois, ce qu'on vous dit depuis des années, vous le vivez en direct maintenant. Donc, il y a plus, les masques sont tombés. Donc, il y a quelque chose de très important par rapport à cette loi. Et je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Et il se passait un truc, à mon sens, magnifique, qui a été la coordination entre plein d'organisations professionnelles pour justement se mobiliser et organiser ces manifestations incroyables contre cette loi. Tout simplement parce que au-delà de la mise en danger de ceux qui filment et celles qui filment, évidemment, ce sont nos libertés en tant que citoyens et citoyennes qui sont vraiment remises en question, là. On est au-delà d'une question purement professionnelle. Voilà, je voulais juste dire ça. Est-ce que je peux rebondir juste sur les blessures Marina Déac qui avait pris... Et après, je vous redonne la parole. Enfin, l'idée, c'est de faire tourner le plus possible la parole. Allez-y, Marina. Justement, sur la question de la coordination, moi, je suis Marina Déac, membre de la CID et représentante de la CID à la coordination. Je pense qu'en fait, elle permet d'articuler ce qui se joue, notamment entre guerre de l'image et guerre de l'information, parce que finalement, cet article 24 est en fait la pointe avancée de l'ensemble du dispositif, où le représentant le plus parlant, mais dans le fond, c'est d'abord une guerre de l'information au sens du big data. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments de la loi sécurité globale, les 3 articles incriminés, mais même l'ensemble contre lequel la coordination a d'ailleurs élargi son mandat, mais aussi les décrets de fichage sur les opinions politiques, syndicales, religieuses, mais aussi le schéma national du maintien de l'ordre, c'est d'abord une mainmise sur toute l'information qui circule. C'est-à-dire information de reconnaissance faciale, donc les images,
images, mais aussi les affiliations de chacun, les mouvements de chacun, etc. Et qu'en fait, cette histoire de guerre de l'image, c'est comme la pointe avancée de cette bataille entre une société qui dit « ben non, on ne veut pas être une société de quadrillage et de contrôle sous surveillance permanente », et le pouvoir qui dit « bah si, c'est nous qui voulons avoir la main mise là-dessus ». Et que l'endroit où ça se joue, c'est, comment dire, c'est comme si cette guerre des images, notamment dans les manifestations et autour des violences policières, chose qu'on voit depuis maintenant des années et qui a été particulièrement aiguë au moment des manifestations de décembre, où il y a eu une espèce de guérilla permanente de l'information sur qui a attaqué en premier, les policiers ou les Black Blocs, qui est responsable de la violence dans ce pays. Et en fait, où la possibilité de faire basculer l'opinion sur... Ben, en fait, l'État produit lui-même sa propre violence pour en diffuser les images, pour disqualifier le geste de contestation, et un peu le point de bascule possible et de l'opinion et de la prise de pouvoir sur, en fait, qui détient l'information, qui contrôle l'information et qui surveille qui. Et donc je pense qu'il y a un enjeu très très important dans cette question d'image, mais qui ne doit pas nous faire oublier qu'il ne s'agit pas d'image dans le fond. Enfin, qu'il ne s'agit pas que d'image, qu'il s'agit de contrôle de l'information et des gestes de chacun, et pas du tout que des journalistes. Et même nous, là, il me semble qu'on est là en tant d'abord que citoyens, et ensuite que cinéaste éventuellement. Parce que la position de cinéaste pose d'autres questions qui ont à voir avec ça, mais qui sont presque secondaires par rapport à l'enjeu crucial que représente cette loi. Et sa cohorte de petits frères et petites sœurs, parce qu'effectivement le continuum sécurité est assez général, mais qu'elle représente pour nous tous d'abord en tant que citoyens. Très bien. Alors je vous donne la parole, enfin on la fera tourner, mais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur, par rapport à l'État diffuse ses propres images. C'est une question que j'avais prévue un peu dans mes feuilles là, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que, enfin, qu'est-ce que ça veut dire quand l'État diffuse ses propres images ? C'est quoi la production ? Est-ce que c'est la production justement des forces de l'ordre qui sont aussi justement outillées ? Enfin, ils ont des outils technologiques. Est-ce que c'est voilà, les médias dominants qui entretiennent des peurs et dont les pouvoirs en place effectivement jouent pleinement, hein, ça c'est pas, il faut pas avoir lu Michel Foucault pour le comprendre. Et est-ce qu'on peut parler de propagande, hein, quand on préparait cette séance, c'était une discussion qu'on avait avec Catherine Bizerne, quoi. C'est quoi ce terme de propagande ? Est-ce que dès lors qu'on dit l'État diffuse ses propres images, effectivement, on pense à des stratégies de propagande et quelles sont, si elles existent, quelles sont-elles ? Pour moi, c'est pas clair en fait. Donc c'est pour ça que je pose c'est une question que je me pose vraiment. Et puis juste avant de redonner la parole, ce qui m'intéresse aussi dans ce qui s'est dit là jusqu'à présent, c'est l'espèce dans cette guerre de l'image, l'espèce de réversibilité finalement. C'est-à-dire que les termes qu'on utilise pour protéger l'intégrité physique et psychique des policiers, et finalement on peut tout à fait, c'était un peu le sens de vos deux remarques aussi, le renverser pour y inclure effectivement les manifestants, les citoyens qui manifestent, de même que cette question de la production des images dans cette guerre de l'image. Moi je suis très favorable à l'existence d'une guerre de l'image, enfin elle est nommée là par le pouvoir. Mais du coup, on est complètement... Au moins, les choses sont claires, quoi. Et c'était aussi l'idée que... oui, on parle de captation, et là, j'en ai dit un mot, de production aussi des images par les forces de l'ordre. Et je pense que ça serait très intéressant de voir un peu comment aussi sont même classées, archivées, valorisées aussi ces productions d'images par les forces de l'ordre. Je précise le chiffre qu'avait donné David Dufresne aussi, pour que ce soit tout à fait clair. Vous avez dit 430 000 représentants des forces de l'ordre. Il y en a 250 000 effectivement en police et gendarmerie, 21 500 en police municipale et 160 000 effectivement de cette espèce d'agents dits privés. Donc effectivement, on arrive à des chiffres très, très importants. Voilà, je ne sais pas si... Oui, alors Mariana Otero. Oui, je ne vais peut-être pas exactement répondre à la question sur la propagande, mais donc moi je suis cinéaste, Mariana Otero, donc j'ai fait un film L'Assemblée pendant Nuit debout. Donc ça c'était 2016. Et effectivement, avant, je pense qu'il y avait eu des violences policières dans les banlieues, et je pense que c'est là que ça a commencé, les violences policières sur les mouvements sociaux. Là, je pense que ça a été vraiment le début. Moi, j'ai senti un truc absolument que j'avais jamais vu avant, hein, alors que j'avais été dans plein de manifestations. Et quand après, avec le film, donc l'essentiel du film, c'était quand même l'émergence de la parole sur cette place de la République. C'est ça qui m'avait émue. Et c'est pour ça que j'avais fait le film, mais j'avais commencé à filmer les violences policières parce qu'elles étaient... d'abord, elles ont essayé d'empêcher la parole d'avoir lieu sur la place.
Et puis ensuite, pendant les manifestations, elles ont été de plus en plus violentes. Moi aussi, on m'a empêché de filmer. Enfin, là, ça a commencé déjà. Donc, c'était sous Hollande. Hein, c'est pas... Voilà. Et donc, après, quand j'ai été montrer le film donc, dans les salles, pendant les débats, ce qui est évident, c'est que les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'avais rencontrées dans les salles et tout, ils me disaient « Mais comment c'est possible ? On n'avait pas conscience du tout qu'il y avait des violences policières. » C'est-à-dire que tout le monde... Alors, je ne sais pas comment se fabrique cette propagande, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les spectateurs qui venaient dans la salle et qui étaient plutôt des gens... voilà, pour être venus voir un film sur Nuit debout, c'est quand même des gens plutôt informés, enfin, voilà, qui ne sont pas absolument... déjà, ils ont envie d'aller voir, donc c'est des gens quand même curieux. Eh bien, ils ne savaient pas. Ils étaient vraiment étonnés, quoi. Ils disaient « Ah bon, mais c'était comme ça à Paris ?» Mais on pensait que c'était les manifestants qui étaient violents. On n'imaginait pas ces violences policières. C'est absolument incroyable. Et là, je me suis quand même posé... Enfin, je me suis dit « Mais c'est fou, quoi, qu'il y ait absolument rien n'est passé sur les violences policières. Les gens débarquaient complètement, quoi. » Et alors, donc bon, je me suis dit, au moins, ça sert à ça. Il y a quelques spectateurs, enfin, voilà, les quelques milliers de spectateurs qui étaient là, au moins, ont appris ça. Et ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est qu'au fond, que tant que les gens n'étaient pas allés en manifestation, ils ne croyaient pas à ces violences policières. C'est quand même assez... ça nous interroge, nous, sur le pouvoir des images aussi, enfin, de nos récits, etc. C'est que à chaque fois, c'était... ah ben là, moi, je suis allée manifester. Mais alors là, on a eu une violence policière. Mais pourtant, on n'avait rien fait. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On essaye de le raconter, on essaye de le montrer. Et malgré tout, il y a quelque chose... c'est très difficile de faire comprendre ces violences policières tant qu'on n'y est pas allé. Voilà. Je pose ce point parce que ça interroge effectivement à la fois comment, d'un certain côté, on arrive à faire croire que ce sont les manifestants, les Black Blocs, les manifestants qui finalement sont quand même quelque part à l'origine des violences policières. Et comment, malgré toutes les images qu'on filme et qu'on veut nous empêcher en plus de diffuser, on a du mal à faire passer l'idée que non, c'est pas nous, enfin c'est pas les manifestants qui sont à l'origine, c'est bien la police, quoi. Et voilà, enfin, c'est à la fois extrêmement important qu'on puisse le raconter. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné... Alors, comment les raconter pour que les gens comprennent ? Il faut effectivement faire récit. Parce que je pense que juste la montrer, les images comme ça qui circulent, qui sont extrêmement importantes, bien évidemment, mais il faut les remettre dans un récit, comme toi, tu l'as fait, David, très très bien, justement, en contextualisant, en les mettant en relation, etc. Enfin, le cinéma a une vraie importance, justement, pour déconstruire... Et reconstruire du récit et faire en sorte qu'on puisse comprendre d'où ça vient, quoi. Voilà. Oui, Laurie Lassalle, vous souhaitiez ajouter quelque chose déjà tout à l'heure ? Allez-y. Si. Oui, je suis désolée, du coup ça se surrajoute, mais du coup il y a plusieurs choses. Je rebondis sur ce que Mariana vient de dire sur les violences, sur le fait d'éprouver en fait les violences des manifestations. Que ce soit en tant que filmeuse ou en tant que citoyenne ou citoyen, etc., c'est effectivement la seule manière de comprendre vraiment ce que c'est la violence, quoi. Et ça, c'est bon. Effectivement, je pense que parce que justement, ça contre les images qu'on a l'habitude de voir. Et ça, David Dufresne le raconte très bien. Et en fait, je pense que pour revenir sur les blessures... En fait, les blessures, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est la première répression et c'est la première façon de terroriser. Et la peur, c'est la meilleure façon, en tout cas, de réprimer et d'empêcher de filmer. Avant même le fait de venir en manif, de se faire viser, etc., bon, c'est une chose. Mais en fait, il faut y aller en manif. Et la plupart du temps, moi, j'ai quand même... pendant les Gilets jaunes notamment, j'ai beaucoup d'amis filmeurs-filmeuses et je les invitais à venir. Et en tout cas, il y avait quelque chose de... ils avaient peur, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai l'impression qu'à un moment, ça s'appelle terroriser les gens, en fait. Aussi, sur les blessures, je pense qu'il faut quand même préciser quelque chose d'important. C'est que là, on est... un peu entre privilégiés, c'est-à-dire qu'on est souvent filmeur, filmeuse, cinéaste, etc. Que ce soit en garde à vue ou pendant une arrestation, et Mariana a pu en faire l'expérience, on est privilégiés
moi je crois toujours par rapport à la police. C'est-à-dire que le fait qu'on soit cinéaste, qu'on ait un métier, qu'on ait une production derrière, etc., ça permet quand même souvent, j'ai l'impression, de passer un peu moins de temps en garde à vue, d'être un peu moins embêté, inculpé, etc. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire sur les propagandes, c'est, j'ai un exemple de la ZAD, je vais essayer de faire court, c'est qu'en fait, d'abord, il y a eu toute une période où les gendarmes empêchaient, donc c'est les gardes mobiles, à ce moment-là, empêchaient les journalistes de passer, et aussi de filmer les destructions de cabanes. À un moment, moi, j'ai voulu aller filmer les destructions, parce que c'était aussi l'objet des expulsions en question. Et en fait, les gendarmes vraiment empêchaient physiquement de passer et d'aller filmer les destructions. Donc on voyait très au loin des machines, et un journaliste me dit très justement, en fait, c'est une manière d'empêcher l'empathie des spectateurs, parce qu'effectivement, une destruction de cabane, c'est comme voir un enfant arraché de sa mère. Enfin, il y a quelque chose de très... le spectateur serait en empathie, quoi. Donc voilà, une forme aussi, encore une fois, d'empêchement. Et dernière chose qui, moi, m'a vraiment choquée, c'est le fait que les policiers, les gendarmes plus exactement, donc qui filmaient tous beaucoup en 2018 à la ZAD, ont carrément, donc en plus d'empêcher les journalistes de venir filmer, proposé gracieusement leurs images aux télés. Et en fait, moi j'ai reconnu, parce que je vois très bien le point de vue, je pense qu'on reconnaît le point de vue de la police, des images de policiers sur BFM, sur plusieurs chaînes comme ça, nationales et très importantes d'information, de policiers. Et ça, je pense qu'on en a vu beaucoup, et je sais pas si... c'est quand même une question, quoi. C'est-à-dire que du coup, on est dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, mais... l'image policière, en gros... serait une image d'information, au même titre que l'image des journalistes. Ouais. Moi, ça me pose quand même beaucoup de questions. Et la dernière chose que je voulais dire, je regarde parce que j'ai pris des notes du coup. Non, voilà, c'est tout. D'accord. Alors, ma tâche devient de plus en plus difficile, puisque désolé, c'est un peu fouillis. Du coup, j'ai un ordre de passage. Laure Vermeersch, David Dufresne, et ensuite Noé Wagner. Et puis, n'hésitez pas à me lancer un regard plus ou moins menaçant, mais pas malveillant, pour que je vous donne la parole. On viendra, et puis après aussi, Laetitia, je vous donnerai la parole. Je reviendrai aussi sur ce que je voulais dire. Ouais, je vais quand même passer la parole à Laure Vermeersch, vous pourrez le dire juste après. On verra aussi ce que vous avez dit sur les images qu'on a l'habitude de voir. Alors, cette expression, moi, ça me questionne beaucoup. C'est quoi les images qu'on a l'habitude de voir ? Est-ce que ce sont les images justement de la police ? Est-ce que ce sont les reprises sur BFM ? Est-ce que ce sont les images des journalistes de ces chaînes-là, etc. Donc, on reviendra là-dessus. Laure Vermeersch, c'est à vous. Vous mentionniez le fait que la guerre des images, c'est un terme qui vient des gouvernants de l'État en ce moment. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'on est à un moment où on se doit en tant que citoyen de se mobiliser, simplement parce que c'est pas une guerre des images, ou c'est pas seulement une guerre des images. Pourquoi est-ce qu'on parle de guerre ? C'est une crise de la représentation, on peut dire également. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir, on parlait de propagande, qui a intérêt à imaginer qu'il y a deux types d'images qui sont en guerre les unes avec les autres, qui créent la même violence. Pardonnez-moi, mais au moment où la loi a émergé, moi, ce qui m'intéressait, c'était la façon dont des gens tendaient le bras pour filmer des moments où ils étaient en butte à une violence qui, là, les atteignait dans leur corps, dans leur intégrité physique et psychique, certes, mais physique. Il se trouve que la coordination Stop contre la loi sécurité globale, elle inclut les familles des victimes, c'est-à-dire ceux qui se sont défendus ou se défendent encore grâce aux images qu'ils ont filmées comme ça, en tendant le téléphone à des moments où c'était indispensable. Il se trouve que Black Lives Matter, c'est de cet ordre aussi, et ça fait un certain nombre d'années que des gens comme ça arrivent plus ou moins bien à imposer leurs images, parce que c'est très compliqué en tant que cinéaste, c'était une des raisons pour lesquelles je me posais la question, à quel moment une image de filmeur qui tend le bras comme ça pour se protéger d'une violence, à quel moment c'est pris au sérieux ?
À quel moment on le relaie dans les médias? À quel moment on en tire parti? À quel moment on l'entend? Face à, effectivement, des images qui sont de l'ordre de la propagande. Il n'y a pas que les images. Après chaque manifestation, quels sont les chiffres qui, au moment de Nuit debout, on entendait? Le nombre de gens arrêtés et le nombre de gens que la police avait en fait désignés comme étant des criminels parce qu'ils étaient dans la rue. Pas le nombre de gens qui étaient blessés. Donc, à nouveau, la coordination dès décembre a été obligée, grâce à un certain nombre des gens qui en faisaient partie, de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on met face à face comme ça deux types de violences? Pourquoi est-ce qu'on met face à face deux types d'images? Alors, à ce moment-là, moi, je veux bien qu'on mette face à face. Il y a peut-être une guerre des images, mais il serait temps que les images de ceux qui sont dans la rue soient prises au sérieux et que ce droit-là, il soit porté par les députés, et porté par les sénateurs, et porté par les représentants. On ne peut pas s'en arrêter là. S'il y a une guerre des images, alors il faut qu'il y en ait une traduction politique de ceux qui sont en train de constituer un corps qui filme aussi face à ce que je crois être effectivement de l'ordre de la propagande. En tout cas, c'est très intéressant que ce terme-là revienne comme ça, le terme de propagande. C'est vrai que dans les débats de cette façon-là, c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais plein de remarques à faire, mais je préfère laisser la parole aux invités. Alors, il y avait David Dufresne, Noé Wagner, et aussi Laetitia, vous souhaitez intervenir aussi après? Et je sais, et Myriam. Allez-y, ou je sais, comme vous avez pas pris la parole, allez-y, oui. C'est par rapport à cette histoire de guerre des images. En fait, quand moi j'ai appris l'article 24, en fait, ce qui m'a le plus... Je pense que votre micro est fermé. J'ai pas l'impression que ça... Si. Non, je pense qu'il est fermé. Il est fermé. Alors... Je pense que la contre... Là ça marche? Ah oui, voilà, ça marche. Ce qui m'a fait beaucoup d'effet, en fait, c'est l'impression... Mais c'est beaucoup plus abstrait, mais quand même. C'est l'impression que tout d'un coup, les autorités, quelles qu'elles soient, traçaient une sorte de ligne dans ce qu'on appelle le réel. Et il y avait une partie du réel qu'on n'avait plus le droit de filmer. Et d'un seul coup, c'était symboliquement, pour moi, quelque part, je perdais le sens de filmer tout court si ce que je peux filmer devient un réel autorisé. Il y avait quelque chose là qui me paraissait... et c'est pour ça que quand on dit guerre d'image, en fait, c'est plutôt une guerre par rapport au réel. Où est-ce qu'il est, à qui il est. Enfin, c'est un peu la même chose, mais cette ligne m'a... Déjà que j'étais assez déstabilisée politiquement par tout l'ensemble du sanitaire, par tout ce qui se passait, mais cette ligne-là me paraissait toucher à quelque chose. Je veux dire, les gens qui écrivent, ils n'ont quand même pas des interdits par rapport à sur quoi écrire. Et là, tout d'un coup, dans l'image, il y avait... Ça dépend des pays. Et donc, en fait, je pense que dans cette histoire d'image, il faut vraiment faire ressortir ce qu'on appelle le cinéma. C'est-à-dire, c'est vrai que toutes les images sur les réseaux sociaux de violence sont éminemment importantes parce qu'elles témoignent. Mais après, on est tous au courant que les images, si elles ne sont pas prises dans une pensée, elles peuvent être réinterprétées, mais de toutes les manières, sur un cycle à 380 degrés. Donc, pour moi, l'important, c'est effectivement nos professions, nos métiers, de reconstruire, même à partir des images faites à bout de bras, comme tu en parlais, de reconstruire une pensée là-dessus. Et donc c'est pour ça aussi que, moi aussi, je trouve que le film de David est vraiment extraordinaire, parce qu'il fait... déjà, il y a le choix de plans de rue qui sont souvent celles qu'on voit, qui sont beaucoup plus longues. C'est des plans séquences, et dans un plan séquence, on sait qu'on entre et on a le temps de ressentir diverses choses. C'est déjà autre chose que les plans très courts qui reviennent fréquemment. Et en plus, il y a cette construction justement entre les images et les mots, c'est-à-dire qu'il y a une balance entre les deux qui fait que tout d'un coup, la violence qui se dégage de toutes ces images, elle est enfin contrée, compensée par le bienfait qu'apportent ces mots. Je veux dire, les gens qui parlent dans ce film sont tous formidables à écouter. Ils ont des mots, ils ont du background d'histoire, ils ont de quoi en fait contrer ces images. Et donc ça, c'est une construction filmique, et c'est là, à mon avis, qu'il faut aller et se battre. Alors,
Moi, je me retiens pour pas réagir. Mais alors, il y avait... Pardon. Juste pour rapport à l'ordre, je préside David, Noé et ensuite Laetitia. Mais vous êtes l'ordre, hein. Ici, là, vous êtes l'ordre. En plus, je me suis rendu compte que j'étais en bleu marine, là, donc voilà. Vous êtes l'ordre. Qui est à la mode, mais bon. Nous n'avons que de mauvaises intentions ici, tous. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce qui a été dit sur le film, mais je voudrais juste apporter des éléments d'information et répondre un peu à Laure. En fait, je crois que les députés prennent très au sérieux les images. Évidemment, leur réponse ne nous convient pas, mais c'est une façon de dire ces images ne doivent plus être diffusables, ne doivent plus être montrables. C'est une façon de les prendre tout à fait en considération et d'expliquer qu'elles ne doivent pas exister plutôt que de changer les pratiques policières. Voilà. Sauf que il y a eu un peu de... La machine a été un peu grippée, on va dire. Mais néanmoins, la loi sécurité globale, ça n'est pratiquement que ça. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des drones en disant que ce n'était pas tout à fait légal. C'est tout à fait illégal. Le Conseil d'État a retoqué plusieurs fois la préfecture de police de Paris et les sénateurs, pour le coup, eux, sont très clairs. S'ils réécrivent l'amendement des députés, c'est parce que l'amendement des députés, comme disent les sénateurs, ce n'était pas du droit robuste. Et c'est ce que les sénateurs ont dit lors de leur conférence de presse pour annoncer les débats. Et en fait, ce que les sénateurs vont faire, c'est faire en sorte que l'utilisation des drones soit légale. Soit légalisé. Donc ils ne remettent absolument pas en cause l'idée du drone. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire produire des images. Donc par rapport à votre idée de propagande, la même chose, les caméras piétons, ce que les syndicats de police ont demandé, ce que les députés acceptaient, ce que les sénateurs disent refuser, c'est précisément d'utiliser ces images à des fins médiatiques. Donc guerre des images. Or, un policier aujourd'hui a interdiction totale de filmer à des fins médiatiques. Il ne filme pour deux raisons, soit les manœuvres, soit judiciaires pour l'enquête, mais pas du tout pour commencer à s'amuser à faire... Et donc là, il y a eu un débat. Mais ce que je veux dire, c'est que cette loi sécurité globale, en fait, c'est exactement ça. De bout en bout, si vous voulez, c'est une façon soit de légaliser des pratiques illégales de production d'images, soit d'essayer de donner des munitions... Je file l'horrible métaphore de la guerre à la police, plutôt que de s'interroger sur les pratiques policières, plutôt que de s'interroger sur le contrôle policier. Donc c'est le fameux truc de s'attaquer au messager plutôt que de réfléchir au message. Voilà, la loi, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Noé, effectivement, très brièvement, j'abonderai dans ce sens-là sur cette idée d'un retournement constant des choses. Qui sont ceux qui sont blessés? À qui porte-t-on atteinte vraiment à l'intégrité physique et psychique? Qu'est-ce que l'on interdit? Ça se voit très bien dans ce retournement de front, vraiment, qui se produit. Ça se voit très bien dans le fait que l'interdiction de la diffusion de certaines images, celles qui sont visées par l'article 24, c'est aussi une façon de ne pas prendre à bras le corps le vrai problème, qui est que en droit français, on n'a pas consacré à ce jour formellement un droit à la prise de vue et à la diffusion d'images des forces de l'ordre. Alors, il existe ce droit-là. Il existe, mais regardez ce qu'on en dit dans les médias. On dit toujours, c'est une circulaire, une misérable circulaire d'un directeur d'administration centrale du ministère de l'Intérieur de 2008 qui a rappelé aux forces de l'ordre qu'on pouvait les filmer et qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à la prise de vue et à la diffusion de ces images. Alors c'est faux en réalité parce que la source de ce droit-là, elle est constitutionnelle, elle est internationale, elle a été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'en droit français, on n'a jamais fait cet exercice consistant à verbaliser dans un texte de loi le fait qu'il existe bien un droit et qu'on ne peut pas porter atteinte à ce droit. Et peut-être même qu'on devrait réprimer les entraves à ce droit-là, qui consiste à venir capter et à diffuser ces images-là. Et une deuxième toute petite remarque, là aussi, pour rebondir sur une piste qu'a lancée David Dufresne, s'agissant de cet aspect de propagande. Alors, je vais être très, très pragmatique. Il y a sans doute une propagande qui se joue dans cette question de la maîtrise des images, mais il y a aussi une façon très directe de venir se réserver le choix des armes dans la procédure pénale. C'est ça aussi qui se joue. C'est qu'est-ce qu'on va verser à la procédure pénale. Et ça je vois très bien s'agissant des caméras piétons. Aujourd'hui, les auteurs de la proposition de loi se sont battus et continuent de batailler
sur le fait que l'enclenchement des images prises par les caméras piétons des forces de l'ordre relève du libre choix de l'agent des forces de l'ordre concerné. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément faire. C'est un choix qui est réservé, c'est-à-dire la loi dit bien peut enclencher ces images-là, et ensuite peut également, cette même personne-là, les visionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas exfiltré auprès d'une autre autorité le visionnage de ces images prises, la personne qui les a prises pourra ensuite les regarder et pourra ensuite, en conséquence, prendre la décision de les verser ou de ne pas les verser. Donc il y a effectivement une question de propagande, mais il y a aussi vraiment un truc très pragmatique qui est qu'il y a des procès et on se réserve le choix des armes dans ces conditions. Et ces armes, ce sont les images, oui, effectivement. Oui, c'est toute la question des usages aussi des images dans le cadre judiciaire. Alors Laetitia Moreau, vous souhaitez... Très rapidement, parce que c'était pour rebondir aussi sur ce que Mariana a dit sur la question de la peur. Et le fait d'éprouver cette peur en allant en manifestation. Et je crois qu'aussi en termes d'information, on ne sait pas forcément, par exemple, que certains documentaristes ou journalistes aujourd'hui, pour suivre des manifestations, se préparent comme pour aller sur un terrain de guerre. Et je plaisante pas du tout. C'est-à-dire qu'ils se font conseiller par des reporters de guerre sur quel type de gilet, quel type de casque, quel type d'attitude. Donc, enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie des informations qu'il faut savoir, qu'il faut relayer, parce que je trouve que c'est profondément choquant, voilà, dans la pratique de nos métiers, mais aussi dans ce qu'est notre démocratie aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Sur la propagande, dans le schéma national du maintien de l'ordre, il y a aussi cette tentation de faire le tri entre le journaliste encarté, le journaliste pas encarté, celui qui est accepté sur les listes de la préfecture, celui qui ne l'est pas, etc. C'est une manière de contrôler l'information, évidemment. Et le dernier point sur la question de la citoyenneté, on voit bien que les citoyens et les grandes associations de défense des droits de l'homme reconnues, qui ont pignon sur rue depuis des décennies, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés, ne participent pas au débat, que ce soit pour l'élaboration de la loi sécurité globale, le schéma du maintien de l'ordre, etc. Et là aussi, je veux dire, là on a un vrai problème démocratique de fond. Donc encore une fois, c'est tout un système. En fait, c'est pas que l'article 24, on a vraiment un problème démocratique de fond avec cette loi qui met à nu finalement quelque chose de très profond. Alors il y avait Myriam Aziza qui... Oui, non, je voulais aussi réagir par rapport à ce que disait Mariana, sur le fait que beaucoup de gens ignorent les violences policières. Mais pourquoi ? Parce que dans les médias, qu'est-ce qu'on voit ? Ce seraient les manifestants qui provoqueraient ces violences-là et absolument pas la police. Donc c'est eux les responsables. On nous montre que ça, les casseurs, les Black Blocs, et absolument pas la police provoquant les manifestants. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser à David. Est-ce que ton film va être diffusé à la télévision, par exemple ? Parce que là, récemment, il y avait un film qui est passé à la télévision, qui était conseillé par Mediapart, c'est pour ça que je l'ai vu d'ailleurs, qui s'appelle L'Ordre à tout prix. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'on passe un film sur les violences policières sur France Télé. Voilà. Je regarde le film, c'était uniquement du point de vue de la police. Le film était uniquement... Alors même s'il y avait une certaine critique de ces violences-là, une certaine remise en question, n'empêche qu'on n'était jamais du côté de ceux qui subissent les violences policières. Et je repense à ton film, parce que notamment, il y avait un extrait de ces jeunes qui ont été tabassés dans un fast-food et qui étaient là analysés par des policiers. Je me disais, mais pourquoi ton film, est-ce que ton film il va passer à France Télévisions ou dans une chaîne hertzienne ou pas ? Alors en fait, pour aller très vite, on a fait le choix avec le producteur de ne pas aller voir les télévisions, et le producteur Bertrand Fèvre avait une bonne phrase. Il m'a dit, on n'a pas besoin d'entendre des réponses dont on ne se pose pas la question. Oui, mais ça c'est pour le financement, mais il aurait pu être acheté après coup. Il aurait pu être acheté après coup. Parce que l'idée c'était d'y aller directement, il y avait une urgence à nos yeux à faire ce film, et qu'on n'avait pas envie de passer dans des palabres, 5 minutes pour les uns, 5 minutes pour les autres, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a un peu comme une réponse, ce film-là qui a été passé par France Télé. Bon. Alors, un pays a été racheté par Canal+. Donc, il va être diffusé par Canal+, contre toute attente. Et nous verrons pour les autres, pour les autres chaînes. Ouais, voilà. Mais nous, on avait fait le choix d'aller directement au cinéma. D'abord, pour des raisons de cinéma. Enfin, voilà, il y avait un geste, etc. Mais aussi parce que on sait, on parlait tout à l'heure de propagande, etc. Pour les télévisions, c'est dès lors, bonjour le lapsus, dès lors qu'on parle de l'ordre, il y a
il y a une gêne. Ça, je comprends très bien Voilà. du point de vue du financement, mais après, d'un point de vue de diffusion simple, voilà, je me posais la question. Mais c'est vrai que le film qui est financé par France Télévisions, c'est un film qui est uniquement du côté de l'ordre, quoi, du pouvoir et de l'ordre. Et ça, c'est vrai que ça fait peur, parce que toutes ces images filmées à bout de bras, comme disait Laure, et qui sont uniquement finalement diffusées sur les réseaux sociaux, ne sont très rarement montrées sur des médias officiels. Donc du côté des médias officiels, on a toujours les mêmes images. Et ce qui est intéressant aussi, c'est face à ce contre-pouvoir qui serait celui des manifestants et des gens qui filment de l'intérieur, on propose quoi ? Plus de caméras de surveillance, plus de drones, plus de voilà. Et donc c'est troublant, quoi. Et aussi voilà, parce que nous, quand même, en tant que cinéastes, la question du point de vue est une question qui nous interroge tout le temps. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du film sur Hong Kong, ce qui est très intéressant dans ce film-là, et ce qui est intéressant aussi dans le film de David, c'est qu'on est uniquement dans des images qui sont du point de vue des manifestants, du point de vue des personnes qui luttent. Et du coup, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'erreur possible. Enfin, je veux dire, on voit ces images-là et on comprend tout de suite. Enfin, il n'y a pas et ces images-là, on les voit très très rarement finalement. Je fais juste une toute petite précision sur le film, mais parce que pour apporter au débat. En fait, dans mon film, il y a des images de policiers, et notamment peut-être les plus importantes, celles qui donnent le titre, celle de Mantes-la-Jolie. Les images de Mantes-la-Jolie, c'est filmé par un policier. Et ce qui est intéressant par rapport à la guerre des images, c'est que ce que l'IGPN va reprocher aux policiers, c'est pas d'avoir entravé des enfants, de les avoir agenouillés 3 heures dans la boue. C'est pas ça. C'est d'avoir filmé et diffusé. C'est d'avoir donné une mauvaise image de la police. Donc on est en plein cœur. Pour l'instant, le seul policier qui a eu un peu de problème, dans tous les policiers qui ont agi ce jour-là de décembre 2018 à Mantes-la-Jolie, c'est celui qui a filmé et diffusé, qui a retiré très vite ces images. Et c'est justement parce qu'un collectif d'observation de la police avait saisi ces images, les avait rediffusées par ailleurs, qu'elles ont fait le tour du monde. Sinon, elles auraient été effacées. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la police des polices a très très bien compris le désastre en termes d'image que pouvait produire cette séquence-là. Alors, il y avait Marina et ensuite Erika. Voilà, je crois que c'était ça l'ordre, hein, mais allez-y, Marina. Je pense que cette question, en fait, on revient toujours à qui a le contrôle des images, parce qu'en fait, ce qu'on est tous en train de raconter, c'est qu'il y a un discours officiel dominant, et ce que la question de la télé, par exemple, et du financement en amont, et de la diffusion en aval, vient rappeler, c'est que ce discours dominant, il n'est pas uniquement du côté du pouvoir politique représentatif élu, il est aussi du côté, enfin, il se tient main dans la main avec le pouvoir économique. Et c'est là où la question du cinéma et du reportage intervient, c'est-à-dire que on a même intériorisé le fait que du côté de l'argent et de la diffusion et du discours officiel des médias dominants, c'était même pas la peine d'aller y chercher une porte, d'aller y chercher une fenêtre, ni pour être financé pour pouvoir travailler, avoir le temps de penser, ni pour pouvoir diffuser. Donc la guerre des images, elle se joue, il me semble, d'abord là. Quel est le discours dominant et sur quels canaux il s'étend, et où est-ce qu'on peut faire des brèches, en fait passer son temps à faire des brèches pour reprendre, non pas le contrôle, mais en fait qu'il y ait une parole libre à l'intérieur de ça, parce que ce que tu racontes sur le film passé sur France Télé, c'est atterrant, y compris si le film est bon, je l'ai pas vu, mais de quel contre-discours il y a, enfin en fait quel discours pluriel il y a, et c'est ce discours pluriel qui est effacé, et d'un point de vue politique et policier, et aussi depuis plus longtemps et pas plus fondamentalement, mais main dans la main d'un point de vue économique. Et ça, on le connaît très bien dans toute notre activité en permanence en tant que cinéaste. Et je pense qu'il faut quand même rappeler le lien entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que Bolloré et Darmanin, même combat. Et que l'un protège l'autre et réciproquement. Donc on est quand même dans une logique commune, il me semble. Alors, Erika. Oui, cette logique commune, enfin, je pense que elle existe totalement, et c'est bien cette question que j'essaie de soulever au début, qui est cette question de à qui peut profiter aussi ce type de loi par rapport à des groupes financiers ou industriels.
C'est une question qu'on peut se poser. Pour revenir à la guerre d'images, j'ai l'impression qu'il y a comme une prise de conscience. Enfin, je pense que quand même les images qui ont circulé et qui circulent sur les réseaux sociaux et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est des images qui ont eu un impact très fort. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience que ces images, elles prennent beaucoup de place dans le paysage de l'image, en parallèle peut-être de celui des chaînes de télévision. C'est un autre espace de diffusion des images et c'est un espace qui est très important, qui est très fort. Et j'ai vu que dans le nouveau schéma de maintien de l'ordre, la question c'était de recruter maintenant des community managers et d'assurer sa propre diffusion de réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment aussi une guerre des réseaux sociaux. Sachant que le problème des réseaux sociaux, c'est que chacun a son réseau et que c'est pas les mêmes et que souvent on reste dans des choses assez fermées et closes. C'est-à-dire que chacun va être inondé des images de ses pairs ou de ses proches ou de ses amis, enfin. Et du coup, où est-ce que les images vont se rencontrer ? Il y a une tribune, enfin je me permets de mentionner la tribune récente de documentaristes pour la place du documentaire de création à la télévision, qui est une question aussi sur la multiplicité des points de vue qui puissent être donnés justement dans des lieux où peut-être les gens se retrouvent en tant que téléspectateurs, je ne sais pas. Mais de donner cette place-là justement d'autres points de vue, d'autres formats, d'autres types de narration, pour sortir et rompre un peu des codes qui sont parfois un petit peu imposés par la télévision. Oui, alors je veux juste rebondir, avant de redonner la parole, Laurie l'a demandé, juste un point sur les community managers dont vous avez parlé. En fait, c'est des stratégies aussi qui existent déjà depuis longtemps, et c'est notamment, et lui, il emploie délibérément le terme de guerre, c'est là où je change de continent un petit peu, avec aux États-Unis, c'est Steve Bannon. Steve Bannon, quand il a pris en main la campagne de Donald Trump, a dit il faut gagner la guerre des images sur les réseaux sociaux, et donc ils sont extrêmement bien organisés, et effectivement c'est une méthode qui a aussi en partie, pas seulement, mais amené à la victoire de Donald Trump sur le terrain des images, et les démocrates étaient totalement dépassés. Alors je parle des États-Unis, c'était aussi pour rebondir sur votre remarque aussi de tout à l'heure, qui est partagée un peu par les uns et par les autres, sur cet écart finalement qu'il y a entre des images que l'on voit sur les réseaux sociaux, mais qui ne passent pas le seuil médiatique, et qui sont du coup invisibles par la plupart des gens. Et ça crée effectivement, c'était aussi ce que vous disiez tout à l'heure, sur que peut faire le cinéma, quoi. Que peut faire le cinéma par rapport à cet écart ? Il y a un cinéaste qui s'est posé la question, qui a fait un film là-dessus, c'est Brian De Palma. Alors pour un film qui est passé totalement inaperçu, qui est Redacted, sur la guerre en Irak, qui est un film qui justement part de Palma dit, voilà, moi je pars du fait que je suis effaré par la manière dont la télévision américaine effectivement traite l'information de la guerre, de l'invasion américaine en Irak. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois des choses invraisemblables, extrêmement hétérogènes, extrêmement riches aussi sur ce qui se passe sur le terrain. Et quand j'allume ma télévision, je ne vois rien. Donc en fait, et il réalise ce faux documentaire qui est Redacted, où en fait il retourne des images qu'il avait trouvées sur Internet, alors qu'au départ il voulait faire un documentaire d'archives uniquement d'images constituées. Mais en fait, ça, c'est vraiment une question ça rejoint vraiment votre remarque qui m'a intéressé sur voilà, qu'est-ce que peut le cinéma aussi par rapport à ces images, et par rapport aussi à cette espèce de frustration qui est la nôtre, de voir, voilà, il y a plein d'images. Il faut juste préciser qu'en fait, ouais, il utilise les codes, c'est-à-dire qu'on croit que c'est YouTube à certains moments. Tout à fait. Voilà, hein, ouais. Oui, donc, effectivement, il refilme, mais il reste quand même dans quelque chose qui est très proche du réel, en fait. Voilà, même s'il le reconstitue, on va dire. Ouais. Mais effectivement, c'est un film qui a une dizaine d'années. Oui. C'est fou. C'est 2007, mais qui n'a pas du tout marché. C'est-à-dire qu'il faut regarder, puisqu'on parle de ça aussi, la manière dont les télévisions américaines ont pu traiter ce film qui a quand même fait, en tout et pour tout, $65 000 de recettes. Et c'est Brian De Palma. C'est un film qui n'a même pas été diffusé. Les journalistes menaçaient les spectateurs, notamment sur la chaîne Fox News. Voilà, si vous allez voir ce film, vous risquez votre peau, en fait. Parce qu'on peut aussi... Oui, c'est anti-patriote, etc. Voilà, c'est anti-patriote, etc. Donc en fait, toutes les questions aussi qui touchent à la pratique du cinéma, j'espère qu'on pourra y venir aussi dans un instant. Voilà, je pense qu'il faut les considérer aussi dans un spectre assez aussi international, même si voilà, le temps nous manque pour le faire. Laurie Lassalle, vous souhaitiez intervenir sur peut-être un complément de...
Excusez-moi, je voulais aussi basculer aussi sur un autre, peut-être après votre remarque, peut-être lancer un autre. Je sais pas. Lancer un autre. J'en ai beaucoup trop en fait, on n'aura pas le temps de tout faire, mais une autre orientation de réflexion. Mais allez-y si vous le souhaitez. Non, j'ai l'impression que en fait ce qu'essaye de faire cette loi, c'est aussi un déni du réel. On parlait de réel, enfin, on a rappelé que l'image, c'est aussi le réel. Enfin, en tout cas, c'est la représentation du réel. Et en fait, c'est un déni c'est-à-dire interdire de filmer quelque chose qui se passe, c'est aussi rentrer dans un déni de ce qui se passe, donc du réel, et essayer de remplacer une réalité par une autre. Et donc oui, quand même, il y a cette notion de guerre qui, moi, me paraît quand même pertinente. Après, je voulais juste dériver sur... le fait, et c'est une question qui me paraît quand même cruciale, c'est que finalement, la répression, la peur, etc., tout ça nous mène à l'autocensure. Et en fait, je crois que, il y a la censure, mais il y a la question de l'autocensure qui, moi, m'inquiète encore plus, je crois, qui est que finalement, moi, par exemple, je m'autocensure. C'est-à-dire que je sais que parce qu'on est dans une société de surveillance ou d'autosurveillance, je ne sais pas comment l'appeler, puisqu'on se filme, toute cette histoire de réseau social, etc., permet notamment aux policiers de retrouver des gens, etc., en faisant des recoupements d'images. Bon, voilà. Du coup, moi, je sais qu'il y a plein de moments où, dans des manifestations, je sais que je peux inculper des gens sans faire exprès. Ça, c'est déjà arrivé, je pense. Voilà. Enfin, je veux dire pas par moi, mais en tout cas par des images qui circulent sur Internet. Et du coup, même si les images de cinéastes sont effectivement le travail, en tout cas a priori inscrites dans une durée plus longue de montage, etc., de réflexion sur comment on va les montrer et les monter, moi, je sais pas, j'ai toujours ce truc en tête de faire attention en fait à ce que je filme. Et je pense que tout ça participe aussi, pour moi la question de l'autocensure elle est quand même primordiale, quoi. Et notamment on n'est plus à la même époque que par exemple René Vauthier qui s'est fait censurer d'une manière assez physique, etc. Ou le cinéaste Ogawa qui avait filmé la lutte de Narita, contre l'aéroport de Narita au Japon, c'est une série de films que moi je trouve, qui pour moi sont des chefs-d'œuvre, où il filme beaucoup du côté des combattants, de ceux qui luttent, mais il filme aussi les forces de l'ordre. Il filme des gestes incroyables qui aujourd'hui seraient compliqués à filmer. Et du coup, je me pose quand même la question du retour de la censure et de l'autocensure. Et voilà, donc ça c'est une première chose. Après, j'avais une autre petite chose, mais peut-être que là ça bascule trop. Juste un mot sur l'autocensure. Ah oui, si, ça va parce que précisément, c'est les juristes pointent justement comment l'imprécision dans la terminologie de l'article peut créer justement des effets. Cette espèce de largesse dans l'interprétation peut déboucher justement sur des risques d'autocensure. J'avais lu un point de vue d'Élise de Tousset, qui est maître de conférence en droit privé à l'université d'Amiens, qui indique que le péril finalement par rapport aux libertés de communication et les libertés d'expression peut s'exprimer aussi par ce risque d'autocensure dont vous parlez, mais qui trouve sa condition justement dans l'imprécision terminologique en fait du texte. Donc je trouve que c'est d'autant plus retors de la part justement du législateur d'organiser, alors je ne sais pas si c'est délibéré ou pas, peut-être que Noé Wagner pourrait nous le dire plus précisément, d'organiser cette espèce d'imprécision pour justement comme un effet. C'est pas uniquement le fait d'être visé par des flashballs ou d'être visé à la tête. Psychologique aussi. C'est aussi c'est au sens, ça se manifeste aussi dans cette espèce d'imprécision même, ou dans ce flou, ce flottement dans l'écriture même de la loi. Juste pour créer une brèche à ce que je viens de dire et à notamment justement cette espèce de bloc, on a l'impression qu'on ne peut plus filmer, etc. Et la brèche dont parlait Marina, qui moi me préoccupe, en tout cas je pense qu'on est tous à se dire il faut garder ces brèches et s'engouffrer dedans. Donc par rapport face à ça, en fait, effectivement il y a une préparation psychologique, physique, presque comme à la guerre quand on va filmer en manif, ça c'est sûr. Et notamment, moi ce que je me dis, le point positif que j'en tire, disons,
c'est qu'en fait, moi je parle pratique, enfin j'essaye de rester un tout petit peu dans la pratique parce qu'on parle beaucoup théorie, mais en fait c'est de me dire ok, j'ai des contraintes qui sont que j'ai des lunettes de ski, j'ai un masque à gaz, j'ai des protections, etc. Je filme pas de la même manière comme ça que au sein d'un plateau avec une fiction, un chef-op, etc. Mais du coup, comment ça modifie ma manière de filmer et comment ces contraintes-là aussi finalement créent une esthétique de la façon de filmer une lutte. Et en fait, alors peut-être que je dérive un peu et que je bascule, mais en tout cas, moi, les points positifs que j'ai tirés de ça, c'est que finalement, ça m'a donné un style. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais par exemple toujours, je me suis mis à filmer depuis le sol, que ce soit pour protéger des visages ou moi-même des tirs, et aussi souvent derrière une barricade, que ce soit une barricade physique ou un arbre ou un banc ou enfin un mobilier urbain ou etc. Et donc en fait, il y a eu d'un coup au premier plan à chaque fois des choses, et donc ça donne aussi une sensation. Parce que là on parle beaucoup de loi, etc. Mais juste pour revenir un peu sur le cinéma, il y a aussi à un moment, sans faire l'apologie de l'esthétique de la violence ou quoi, simplement finalement ces contraintes, comment on fait pour les retourner en force, quoi. Voilà. Alors justement, moi pour dévier complètement. Ouais. Alors allez-y, et puis ça me permet de faire la transition vers la suite. Ce qui nous reste en fait, on a encore un peu de temps, mais allez-y. En fait. Myriam de Lagarde. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Est-ce que c'est par rapport à toute cette histoire de guerre et de peur ? C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que ceux qui ont peur, c'est bien les gouvernants qui sont tellement dans la peur qu'ils ont besoin de créer une société sécuritaire. Je veux dire, il n'y a pas d'autre motif à le faire que ça. Et par rapport à être au front dans cette guerre, c'est-à-dire dans les manifestations, tout ça, je pense que ce qui m'a aidé à reprendre pied après le choc que j'avais eu, c'est un passage du film de Karine Parot où Noé Wagner parle et où il dit que l'ensemble de cette loi de sécurité globale, en fait, elle est traversée par quelque chose, par une notion très précise qui est celle du rapport entre le public et l'espace public. Et d'un seul coup, comme je suis quelqu'un, dès que j'ai commencé à filmer, j'ai filmé dans la rue, mais j'ai pas filmé la rue politique ou la rue militante, j'ai filmé la rue subjective, c'est-à-dire reconstruire la ville par un regard subjectif. Enfin, c'était mon travail que j'ai poursuivi de plein de manières. Et tout d'un coup, de réaliser à travers ce que vous aviez dit dans le film, que c'était cet espace public qui était en jeu par derrière tout, c'est-à-dire en fait dans la vie, on a chez soi, on a ses lieux de travail et puis on a l'extérieur qui est la rue. Donc c'est quand même le tiers de nos vies, c'est fondamental. Et la reconquête en fait de cet espace public, ça me semble presque l'objet pas premier par rapport à ce qu'on dit sur les images, mais ça me semble peut-être justement une notion. Les gens peut-être n'ont pas envie de regarder tous les jours des images de violences policières, parce que c'est moi qui m'y suis mis pas mal pour venir ici. Je veux dire, c'est vrai que c'est assez tétanisant au bout d'un certain temps d'enfiler film après film là-dessus. C'est vraiment quelque chose. Mais si on pense à l'espace public qui a son passé, qui a son existence et qui est fondamental, en fait, c'est celui-là qu'il ne faut pas laisser à l'ordre qui est en train de s'installer. Et donc, filmer, c'est pas forcément filmer à l'intérieur des manifestations. Je veux dire, ça, c'est évidemment capital, c'est le début de la lutte. Mais il y a tout autour, c'est-à-dire redonner à toutes ces personnes qui sont dans ce que Jacques Laferrière appelle le non-consentement, c'est-à-dire tous ces gens qui sont contre en fait cette espèce de quadrillage qu'on est en train de subir, mais qu'on va pas forcément aider à nourrir leurs pensées seulement à travers le travail sur la violence. Il y a tout un travail sur l'espace public. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on y fait, qui est vraiment, à mon avis, un propos qui devrait être objet de nos films d'une manière ou d'une autre. Qui est tout aussi bien surveillé. Alors... Oui, bien sûr. L'idée qu'on est en train de nous en prendre
prendre des morceaux, à quadriller avec des caméras et tout ça devrait être effectivement partie d'un discours qui a diffusé énormément, en fait, par rapport à focaliser trop sur les violences. Quelque part, c'est se mettre dans une contradiction. Voilà. Enfin, je sais pas comment. Alors, c'est exactement ce vers... Enfin, là où j'aimerais qu'on aille un peu dans le temps qui nous reste. C'est des questions de pratique aussi, même si auparavant aussi... quand on parlait des textes de loi, etc., c'est des questions théoriques, mais qui sont pour moi totalement branchées immédiatement sur des questions pratiques. Et on a tous des images en tête aussi quand on parle d'un texte de loi ou quand on cite, je sais pas moi, un critique. C'est ce que je voulais faire maintenant. Imaginer, c'est exactement dans le prolongement de ce que vous venez de dire. On parle des violences policières, mais est-ce qu'on pourrait pas envisager justement, et ça existe, un cinéma qui, sans masquer la réalité de ces violences, ne montre pas la violence, justement. C'est ce que Serge Danet appelait des contre-champs, disons, à justement une imagerie qui est aussi une imagerie de l'ordre de l'immersion. Vous parliez à l'instant d'être au front, et puis Laurie Lassalle aussi parlait d'une forme d'immersion aussi, dans première loge, disons, dans le heurt avec les forces de l'ordre. Et je me demandais si on ne pourrait pas envisager, comme réponse du cinéma dans sa diversité, justement, une espèce d'une esthétique du suspens, ce que j'appellerais une esthétique du suspens. Et il y a deux séquences dans votre film, David Dufresne. Je donne deux exemples qui m'ont marqué, où justement on n'est plus dans le feu de l'action, mais ça ne veut pas dire que, au contraire, pour moi, c'est dans ces moments-là aussi que la violence dont on parle est aussi effective. Moi, effectivement, je suis très sensible à la manifestation de la violence. Ça peut me bouleverser comme beaucoup de gens, mais je suis tout autant bouleversé par des images où il n'y a pas de violence. Par exemple, vous filmez un moment, alors, je ne sais pas si c'est Place de la Nation, il y a un travelling latéral comme ça sur des CRS qui marchent. Donc, entre le mouvement de votre caméra, alors je ne sais pas si c'est vous qui filmez, et puis le mouvement de marche, il y a un moment, et ça dure 15 secondes, 20 secondes, c'est énorme en fait. Et donc là, il ne se passe rien, enfin, c'est pas rien non plus, comme ça, une colonne de CRS qui marche, avec le bruit notamment des pas au sol. Mais voilà, c'est quelque chose qui est avant finalement le heurt entre policiers et manifestants. Donc ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple qui m'a marqué, alors ça, c'est après, c'est quand c'est des fumées à l'intérieur du Fouquet's. Vous filmez, et ce moment de suspens, justement, est pour moi d'une grande violence, en fait. C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'après-coup, le fait de détruire, effectivement, ce restaurant, sans que ça soit, justement, des bris, des vitrines qui volent en éclats, etc. Donc voilà, pour moi, c'était des moments comme ça extrêmement forts dans le film, et je peux donner d'autres exemples. Moi, j'ai un peu travaillé par ailleurs, c'est aussi pour donner une autre référence à l'international, sur un collectif syrien anonyme qui s'appelle Abu Nadara, et qui effectivement dit si on veut filmer une révolution, pourquoi on se limite uniquement à montrer, c'est pas ce que vous faites, mais pourquoi on se limite uniquement à montrer les policiers qui tirent sur des manifestants, alors que justement quelqu'un qui se soulève, son ordinaire, disons, son quotidien va au-delà justement d'un contact direct avec la police. Où je pensais aussi à votre film, Mariana, sur l'Assemblée, quoi. C'est tous les temps morts en fait qu'il y a aussi dans le film. Pour moi, sont aussi importants que la peur des manifestants ou justement le fait de dire est-ce qu'on va être chargé ou pas. Et donc ces temps morts, pour moi, sont une expression de la violence, mais sans passer par la représentation de la violence. Donc c'est des contre-images par rapport à une image immersive de la violence. Donc je voulais avoir un peu votre avis, Mariana, si vous souhaitez. Oui, non, mais je suis absolument... quand j'ai fait le film sur Nuit debout, la violence policière, il y en a très peu en fait dans le film. Il y en a peu. On la sent en même temps. Comment ? On la sent en même temps. On la sent, voilà. Ouais. Mais en fait, les images elles-mêmes, il y en a très peu. Ce à quoi je me suis attachée, c'était plutôt justement sur la place de la République, ce qui était en train de se monter, qui était très fragile, qui se faisait avec des bouts de ficelle, des cartons. Il y a beaucoup de plans comme ça, on voit, et qui viennent s'opposer justement à l'Assemblée nationale, c'est justement quand il y a un rassemblement devant, mais l'Assemblée nationale avec ses colonnes extrêmement solides et tout, et puis sur la place, en bricolant, ils mettent en place une assemblée parallèle, quoi. Et moi, ça me semblait plus important, effectivement, de passer énormément de temps là. Et en même temps, il fallait quand même, à un moment donné, qu'on sente cette violence
qui passait à la fois. Séquence, oui. Voilà, et puis il y a aussi le 49.3 à un moment donné qui tombe, qui est une violence institutionnelle. Enfin, voilà, mais effectivement, je me suis surtout attachée à montrer ce qui était en train d'essayer de se construire, enfin mais qui était sans cesse attaqué et qui pouvait pas, et qui était toujours détruite par justement les violences, le 49.3, etc. Il fallait reconstruire, refaire, et puis à un moment donné, ça amène effectivement un épuisement, puisque le film va vers cet épuisement, même si à la fin j'ai mis une séquence où parce que j'étais... En fait, quand je filmais ça, je me disais qu'il y avait... en 2016, je me disais, il y a une tension, on est à un moment crucial, c'est-à-dire que soit c'est la violence qui gagne, soit il y a un renouvellement démocratique, quoi. Et évidemment, tout s'est joué dans les élections qui ont suivi, quoi, de 2017. Et je me disais, voilà, je me disais, de toute façon, il y aura de nouveau quelque chose qui va essayer de renouveler la démocratie. C'est pour ça que j'ai fini le film avec une forme de nouvelle assemblée. Et bon, il y a eu les Gilets jaunes, on voit bien qu'il y a toujours cette poussée, ces crises de la démocratie, dont Castoriadis parlait très bien déjà dans les années 80, etc., qui n'a jamais de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de réponse à ce désir de renouvellement démocratique, de renouvellement de la représentativité, etc. Il n'y a jamais de réponse. Il ne se passe rien ne bouge, et donc forcément ça ressurgit, forcément de nouveau il y a la violence, de plus en plus, la violence est la seule réponse qui est donnée à ça, mais ce qui est intéressant effectivement, c'est de se tourner vers, en tout cas moi dans l'Assemblée, c'est d'où le titre, enfin c'était vraiment comment on essaie d'inventer autre chose, quoi. Enfin c'est aussi dans Entrenoise, d'ailleurs je voulais, par rapport à ce que vous disiez sur l'espace public, il y a quand même une question qui, moi, me taraude depuis très très longtemps comme cinéaste, sur l'interdit et l'impossibilité. C'est que, en fait, il y a des milliers d'endroits où on ne peut pas filmer, c'est toutes les entreprises, quoi. Et ça, c'est une vraie question qui est, je trouve, pas assez posée, parce que la plupart des gens, ils passent la plupart de leur vie dans des entreprises dans lesquelles on ne peut jamais aller filmer. Les seules fois où on peut aller filmer, c'est quand effectivement il y a des grèves, mais c'est devant l'entreprise. C'est voilà, j'ai pu entre nos mains, mais c'est très très rare, quoi, de pouvoir. Et là, il y a un interdit extrêmement fort. Qui est considéré comme tout à fait normal. Au fond, c'est jamais remis en question, ça. Le fait que à partir du moment où un citoyen rentre dans l'entreprise, son image ne lui appartient plus, mais qu'elle appartient au chef d'entreprise, au fond, ça paraît tout à fait normal. En fait, c'est pas du tout normal, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on peut plus être filmé à partir du moment où on rentre dans l'entreprise ? Et je pense que ça, ce serait aussi pour aller plus loin. Enfin, on nous empêche l'espace public, mais il faudrait nous aussi qu'on attaque en disant non, mais attendez, et l'espace privé là. Hein, et ces entreprises-là, pourquoi on ne peut pas y aller, quoi ? C'est-à-dire qu'on attaque aussi, et qu'on ne soit pas que sur la défensive, et de pouvoir aller encore plus loin. Enfin, c'était pour répondre à ce dont on parlait. Alors, Marina Dehac, vous souhaitiez intervenir ? Mais je pense qu'en plus, cet espace privé, il grignote du terrain, parce que en fait, l'espace public aujourd'hui est traité de plus en plus comme de l'espace privé qu'on n'a pas le droit de filmer. Et je ne parle pas seulement des policiers. C'est-à-dire qu'il faut des autorisations de tournage, il faut payer des droits pour filmer ici et là. Et en fait, tout cet espace qui est effectivement le centre de la police au sens POLIS, c'est-à-dire de la vie collective ensemble d'une société, est privatisé et interdit de regard chaque jour un peu plus. C'est pour ça que cette histoire de filmer les violences, effectivement, de même que l'article 24, c'est le point de focal de l'ensemble du dispositif de sécurité, de même filmer la violence policière n'est qu'un élément, est le point focal de l'ensemble d'une liberté de regard qui est petit à petit grignotée, canalisée, c'est-à-dire on va avoir le droit de filmer ici, alors dans l'espace public, dans l'espace privé, mais selon telle condition, selon tel axe, pas autrement, avec des contraintes financières et ou légales. Et en fait, c'est une manière de baliser chaque geste que le citoyen a le droit de faire, et de même baliser chaque image qui peut être mise en place, et du coup, l'espace de pensée et de l'auteur et du spectateur, qui n'a plus accès qu'à une certaine forme de pensée. Et donc c'est pour ça que je pense que cette histoire de réappropriation en fait, de l'espace public, elle me paraît assez centrale, pas seulement de l'espace public, du récit public, en fait, du récit d'assemblée, d'invention, de nouveaux récits politiques et publics via l'image, mais qui ne sont pas que en lien à la question de la violence, quoi. La violence, elle est là partout, mais comment on propose autre chose, donc,
Alors, il y avait Erika, ensuite Laetitia et Laurie. Allez-y, Erika. Oui, je voulais intervenir sur 2 points, sur cette question de film qui proposerait un contre-champ à la violence. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'essaie de faire le cinéma documentaire beaucoup, c'est de montrer une violence qui est une violence sociale et d'aller tenter de la montrer dans effectivement des formes qui peuvent être singulières. Voilà, donc je pense que ça, il y a une vraie recherche là-dessus. Après, je voulais parler en tant que aussi intervenante en éducation à l'image, ce qui est une grosse partie de mon activité, puisque j'encadre beaucoup d'ateliers avec des adolescents, des jeunes gens autour de la question des images et la lecture des images. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans ces ateliers, ce qui revient maintenant, c'est la question du droit. Est-ce que j'ai le droit de raconter ça ? Est-ce que j'ai le droit d'être filmé ? Est-ce que j'ai le droit ? Et pas qu'est-ce que je veux raconter ? C'est-à-dire la question du récit, de qu'est-ce que j'ai envie de filmer et qu'est-ce que je veux dire, elle est passée à la trappe. Et la seule question, c'est soit la question de l'autorisation à l'image, est-ce qu'il y a un papier, il faut faire un papier de ça, soit juste la question du droit moral. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis légitime, est-ce qu'on peut mais on peut parler de ça, mais on a le droit de dire ça. Et ça, je trouve ça vraiment assez désastreux, parce que ça imprègne en fait des jeunes esprits. Oui, c'est vrai que c'est des questions, juste une remarque là-dessus, après je vous donne la parole, sur l'éducation à l'image, parce que moi j'ai aussi j'enseigne à l'université, et puis je discute avec les collègues un peu de leurs cours, et j'ai un collègue qui fait un cours sur Chaplin, au premier semestre, et il me disait que voilà, il a montré les temps modernes à ses étudiants, étonnamment, étrangement ou magnifiquement, je sais pas, en fait la grande majorité des étudiants dans le devoir qu'ils ont rendu pour ce cours, parlaient des violences policières. C'est-à-dire qu'ils ont complètement, ils lisent, ils parcourent l'histoire du cinéma, ils arrivent au temps moderne et ils voient le policier courir derrière Chaplin. Ils disent ouais, en fait, c'était déjà les violences policières à l'époque. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment. C'est bien que vous fassiez référence aussi à l'éducation à l'image, parce que ça permet de voir aussi comment les jeunes générations justement entretiennent un rapport non seulement donc aux images de violences policières, à leur accès aussi dont vous parliez, qu'est-ce qu'ils voient, où ils le voient, et aussi comment ces images imprègnent aussi leur rapport au cinéma, à l'histoire du cinéma, quoi. Je trouve ça incroyable. Et à la possibilité de création. Et à la possibilité de création aussi, oui. Ah, ouais. Alors, Laetitia, et ensuite... Je suis un peu perdue. Non, mais c'était par rapport à quand vous disiez pas filmer directement les violences policières. Et c'est vrai que ce qui interroge très souvent les documentaristes, les cinéastes, c'est cette question du récit. Et c'est produire un récit qui se nourrit plus, évidemment, de nos désirs. Pas seulement de montrer en quoi, finalement, d'autres formes de violence nous atteignent. Et c'est vrai que le cinéma documentaire le fait beaucoup sur les questions de violence sociale, de violence économique, de violence symbolique. Mais moi, je crois beaucoup et j'ai très envie d'aller vers ce cinéma-là. Et en tout cas, je pense que c'est peut-être un levier pour agir sur le monde, d'être dans des films qui sont sur nos désirs démocratiques, un peu comme tu l'as fait, Place de la République. Mais là où on reconstruit, tu parlais de l'espace public, et je pense que c'est une manière aussi, parce qu'on va en manifestation contre la loi sécurité globale, mais pour défendre des valeurs démocratiques. Et donc, je pense que c'est là aussi qu'on peut agir, voilà, en termes de cinéma et de documentaire. Non, mais moi, c'est bien, je vais rebondir. Je suis super d'accord. En fait... j'ai un trou parce qu'on parlait des formes. Oui, je crois beaucoup à la question, pour revenir sur les formes, sur comment filmer autrement la violence ou pas la violence, etc. C'est la question du hors-champ, du son et de la parole, et notamment de la parole comment dire, des gens qui luttent, en fait, et des gens qui ont cette nécessité d'être dans la rue, parce que là, on parle beaucoup de manifestations, de comment filmer face à la police, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question positive, c'est-à-dire on lutte pour quelque chose, on lutte contre. Malheureusement, aujourd'hui, on lutte beaucoup contre. Mais en fait, en tout cas, avec les Gilets jaunes, moi, j'ai eu la sensation, un peu pour la première fois, qu'ils luttaient pour. Qu'ils avaient des revendications pour, en fait. Et donc, ils attaquaient. Et du coup, en tout cas, moi, la question de la parole, elle me paraît fondamentale, et sûrement que Mariana s'est posé les mêmes questions. Mais en tout cas,
comment on recueille aussi cette parole-là qui, en tout cas pendant les Gilets jaunes, moi m'a paru être débordante et envahir littéralement l'espace et s'accaparer ma caméra, etc. Ce que j'ai trouvé génial. Et donc, m'est apparu comme justement, comment dire, en fait, à travers leurs paroles, il y avait toute cette violence. Enfin, il y avait toute cette violence sociale et il y avait toute cette colère et il y avait tout ce pourquoi ils étaient là. Et oui, je pense que c'est peut-être un peu primaire ce que je dis, mais pour moi, la première chose, c'est aussi la parole de ceux qui luttent, quoi. Et aussi, voilà, la question du hors-champ que je trouve très importante, c'est-à-dire qu'on peut être en immersion et capter, la question du son, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, je trouve ça toujours très fort d'entendre... Voilà, et en plus, c'est quelque chose de plus discret. Donc, par rapport aux stratégies de capter des choses discrètement, voilà, le son joue aussi beaucoup mais notamment sur les dénonciations, pas que des cinéastes, mais je veux dire aussi des vidéos qui tournent, etc., qui font preuve. Très bien. Alors, il y avait Noé, ensuite Laure, vous souhaitiez intervenir aussi après. Et Anne Gall. Allez-y, alors, Anne, vous n'êtes pas intervenue jusqu'à présent, allez-y. Moi, je voulais dire que cette loi, elle arrive aussi dans un moment où on est en urgence sanitaire. Et moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que c'est comme si tout d'un coup, cette question d'image était le point focal, était la question qui empêchait de penser le reste, comme si tout se réduisait à cette interdiction de filmer, ou dans un monde dans lequel aujourd'hui on se retrouve de plus en plus dans un monde virtuel. C'est-à-dire, c'est exagéré, en ce moment exacerbé par cette question de confinement et de toutes nos relations qui se font maintenant en visio. Moi, j'ai vraiment un constat sur la façon dont on communique par l'image et au détriment, alors d'autant plus en ce moment, mais de la présence, de l'informel, du contact. Et il y a quelque chose d'absolument évident dans les conséquences de cette interdiction sur la censure et la peur, c'est de ne plus aller manifester. Or, aller manifester, c'est évidemment, mais au-delà d'avoir quelque chose... un but, s'opposer à quelque chose, à une loi, revendiquer quelque chose, c'est être ensemble. Alors je rejoins Myriam, l'espace public, la rue, l'endroit où on peut se retrouver tous ensemble et presque dans une notion de fête, on est ensemble et peut-être que ça débordera. Il y a quand même aussi cette idée que j'ai que la violence, on ne pourra jamais l'éradiquer. Et puis la violence, c'est dans le film de Karine Parot que... dans un des films que je mélange un peu, mais où cette violence, elle est vitale. Elle fait partie de la vie. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est Jean Genet, qui est cité par Alain Damasio. Par Damasio, voilà. Ouais. Voilà. Et ça, bon, c'est aussi essentiel que dans ton film, il y ait ce genre de considération, qu'on s'échappe un peu de ce gouffre dans lequel on est. Parce que moi, ton film, mais j'en suis étourdie, quoi. Enfin, c'est éprouvant. D'avoir l'impression de couler dans une fatalité, dans quelque chose qui s'alimente. Moi, je trouve ça extraordinaire. Comme vous disiez là, les mains tendues avec les téléphones, qui sont dans la subjectivité du moment où ils se font tabasser, où ils se font blesser, qui continuent à filmer comme si c'était virtuel. Enfin, moi, je me rappelle, je suis une filmeuse, je viens de l'image, et j'ai toujours eu cette impression qu'on avait complètement basculé entre le moment des films des Frères Lumière, quand le public avait l'impression qu'il allait se faire écraser par le train, et aujourd'hui, quand je suis à la caméra, c'est comme si le réel, c'était du cinéma, c'était un écran.
Et ça permet de délirer complètement, d'oublier dans quelle réalité je suis. Et c'est un peu le monde dans lequel j'ai l'impression qu'on est en train de verser. Et je trouve que ce sur quoi il faut vraiment essayer de garder la main, c'est le relationnel. Et oui, bien sûr, en tant que cinéaste, bien sûr, on construit des films, on construit des récits avec des personnes. Et oui, avec les autres, qu'on regarde comme des humains. Et de mon côté, c'est vrai que quelque part, dans une manifestation, de plus en plus, ce qui m'intéresse, par exemple, par rapport aux policiers, c'est d'essayer d'aller les regarder comme des êtres humains, comme mes semblables. C'est difficile. Et c'est vrai qu'il y a tout de suite une histoire de chacun à sa place et qu'est-ce que tu me veux, comment je me protège, est-ce que je suis en danger. Mais au-delà de ça, dans un film documentaire, ce que j'aimerais réussir à percer, c'est quelque chose de possible quand même au-delà des codes, au-delà de ce que vivent ces policiers qui sont quand même le fait d'obéir à des ordres, au-delà d'un système qui instaure cette peur et ce contrôle. Voilà. Essayez quand même d'avoir quelque chose qui passe. Juste pour répondre, je ne pense pas du tout que les gens qui filment ils estiment que ce soit virtuel. Bien au contraire, ils sont en live, ils sont en vivant. Oui. Je veux dire que Jérôme Rodriguez, quand il filme cette scène qu'il filme pour lui, pour ses followers sur Facebook, et quand il perd son œil et son téléphone en même temps, son premier réflexe, c'est où est mon téléphone ? Je veux dire, il n'est pas du tout dans le virtuel. Pour lui, il sait que c'est ça. Non, mais c'était juste pour prolonger. Non, mais j'entends bien. Tu as vraiment raison. C'est-à-dire que raison de corriger. Voilà. En fait, c'est pour le public. Alors, après, il y a toute cette question-là, en effet, de se dire, est-ce qu'on ne va pas s'habituer, s'accoutumer ? Et il y a un véritable risque par rapport à ça. En effet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout du 25e éborgnement, est-ce que ça vous fait le même effet ? Ben non. Et c'est pour ça que, par exemple, sur le film, on n'en montre pas 25, parce que ça ne sert à rien. Et qu'au contraire, on montre des moments de temps mort, parce que chacun sait ici qu'une manifestation, c'est surtout des temps morts, et que ça bascule, d'autant plus qu'il y a... Temps vivant, on pourrait dire, c'est vivant quand même. Oui, ouais. Non, mais c'est ça, temps suspendu, c'est-à-dire où il y a un jeu de chat et de la souris, etc. Voilà, où il y a... Certains sociologues appellent même ça il y a une sorte de folklore de la manifestation, etc., qui ne passe pas du tout par la violence sanglante, on va dire, qui passe par d'autres choses. Et c'est pour ça nous, on était avec Florent Mangeot, le monteur, on a cherché à être en retenue. On aurait pu faire un film beaucoup plus violent, beaucoup plus gore. On avait 6 terras d'images, je veux dire. Et l'idée, c'était justement pour s'éviter effectivement cette idée qu'à force que tout soit filmé, que tout se vale et que plus rien ne dise quoi que ce soit, c'est ça en fait aujourd'hui un des enjeux pour nous tous, c'est qu'en fait tout le monde filme. Moi je trouve ça formidable, mais à partir de ce moment-là, et bien justement c'est notre regard à chacun d'entre nous, c'est la maturation qu'on nous laisse autour d'un sujet qui va faire la différence. On n'a plus le monopole de l'image, et moi je trouve ça bien. En revanche, tout le monde a un regard, mais il se trouve que nous, on nous fait confiance pour aiguiser notre regard et le partager. Je crois que c'est là que ça se situe, et c'est là où on sort de la virtualisation de tout ça. Oui, c'est restituer, j'ai l'impression, ça fait partie de notre rôle de restituer la gravité du réel ou la gravité d'une blessure, etc. Voilà. Quoi. Oui, c'est remettre du temps, justement, remettre du temps, la durée. C'est à la fois la durée du travail et puis la durée qu'on insuffle dans le récit. Oui, c'est trouver comment filmer cette violence, parce que même si vous disiez, c'est pas forcément comment faire pour raconter la violence sans montrer la violence, mais c'est cet équilibre-là justement qu'il faut trouver, parce qu'à la fois il y a ce défaut d'information ou cette absence d'information autour de ce qu'est réellement cette violence, donc il faut trouver un équilibre en même temps. Alors oui, il y avait aussi... Alors, Noé, vous avez demandé la parole, je crois, tout à l'heure.
Mais allez-y, ensuite Noé. Et Laure Vermersch aussi, vous avez demandé la parole aussi? Après Noé, d'accord. Ok. C'était juste pour rebondir. Comme Erika, j'anime parfois des ateliers en université. Je faisais un atelier documentaire à Paris 7 jusqu'à il y a quelques années. Et notamment, je faisais un atelier sur la question de l'engagement avec les étudiants de licence 2. Et j'avais un groupe d'étudiants qui voulaient aller suivre des jeunes street medics dans les manifs des Gilets jaunes. Et justement, c'est sur cette question sur la peur et sur comment raconter la violence sans la montrer. Parce qu'évidemment, c'est posé la question donc ils allaient en manif, suivre ce groupe de jeunes street medics. Et donc moi, j'étais quand même pas très rassurée non plus pour eux, parce que je me suis dit, s'ils se prennent des coups, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je me sentais quand même un peu responsable. Donc on s'est posé la question. Et donc ils ont décidé de suivre ces jeunes jusqu'à un certain point de la manifestation et à un moment d'arrêter. Et je leur ai dit, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour raconter ce qu'ils vont vivre sans le montrer? Et donc la réponse était très simple, c'est que c'est le récit. C'est-à-dire qu'il y avait donc un jeune personnage, une très jeune femme qui avait 18 ans, qui était street medic. Et donc il se trouve que dans la manifestation qu'ils ont commencé à filmer, il n'y a pas eu, heureusement, de violence. Mais elle a raconté d'autres violences qu'elle a vues et dont elle a sauvé, entre guillemets, quelques manifestants. Et son récit était extrêmement fort, parce que tout d'un coup, on était effectivement dans sa subjectivité et dans son émotion. C'est-à-dire que parfois, on ne voit pas juste dans l'image. Le récit donnait une autre dimension. C'est-à-dire que cette très jeune femme qui avait vécu ça et qui racontait ça, elle racontait les cauchemars qu'elle avait fait après. Et c'était extrêmement fort, et à mon avis plus fort que si on avait vu les images. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Merci beaucoup. Alors, Noé, vous leviez la main il y a déjà quelques minutes, peut-être que l'idée s'est envolée. Non, elle est là. Ça rebondit sur, et après, ça sera sur la question que vous posiez, qui était comment on fait pour filmer la violence. Moi je vois bien l'urgence qu'il y a à filmer la violence. L'enjeu, moi, que je vois du côté de ma casquette de juriste, c'est filmer la police. Et là, il y a un lien qui se fait directement avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, s'agissant de l'espace public. C'est la question de à qui ça appartient. Et c'est ça qui se joue en fait dans filmer la police. C'est à qui appartient la police? À qui appartient-elle? C'est pas filmer l'homme, c'est filmer la fonction. Et ça, c'est des vieilles constructions du droit administratif français, comme l'espace public. C'est-à-dire le fait qu'il y a un enjeu d'appropriation, désappropriation. Et lorsqu'on filme la police, parce qu'on a le droit de filmer la police, c'est parce que la police ne s'appartient pas. Et c'est une question, tout à l'heure on disait une question de représentation, une question démocratique, mais ça c'est fondamentalement une question qui est encore différente, c'est ce qui s'appelle une question républicaine, c'est-à-dire à qui appartiennent ces institutions dont on fait les images. Et c'est ça qui est en jeu en fait. Et c'est pas une question simplement, même si c'est très important pour vous, je le conçois, de filmer les violences, c'est filmer la police qui est important. Alors, Laure Vermersch et ensuite... Erika, et après on se dirige vers la fin de la session, on arrive à presque 2 heures. Vous mentionnez tout à l'heure le collectif Abou-Nadara, et je voulais reprendre la question qui avait été posée par les cinéastes syriens, parce qu'il me semble que dans tous les films qui ont été faits sur la guerre en Syrie, enfin sur ce moment-là, les Syriens ont vraiment cherché à poser de façon passionnante et de façon très vitale évidemment pour eux, la question de savoir où on met la caméra, qu'est-ce qui est acceptable, quelles sont les images qu'on peut reprendre. Et pour moi, la façon dont Abou-Nadara avait répondu, c'est indispensable pour se protéger d'une certaine propagande, mais aussi d'une certaine façon dont les médias internationaux ont pu s'emparer des images des filmeurs. Donc l'inverse un peu de ce que je posais tout à l'heure. Je posais la question de savoir à quelles conditions on voit les images de Philando Castile qui filme la mort en direct de son compagnon qui a été tué par la police et dont on voit une arme à l'écran comme ça. Bon, eux posaient la question inverse. Pourquoi est-ce que les médias européens ou occidentaux se sont emparés d'images de corps morts dans la rue en Syrie, et ils ont estimé assez rapidement que c'était parce qu'on était des occidentaux et que c'était acceptable de voir un corps d'arabe ou de Moyen-Orient bafoué, mais qu'on n'aurait pas fait la même chose si ça avait été des images d'occidentales. Par exemple, il y a 10 000 questions derrière ce qu'on posait à Abou-Nadara. L'acide
appuie en ce moment un autre film qui émane des produits de Bedayat, d'un autre collectif syrien, Still Recording. Et là, le terme est dans le titre, ça s'appelle Still Recording. C'est pourquoi est-ce qu'on continue à filmer dans des circonstances comme celle, en l'occurrence de ces jeunes gens qui se retrouvent dans une enclave enfermée et qui, au début, pour rendre compte de leur lutte contre le pouvoir syrien qui les écrase, et petit à petit sous les bombes. Bon. Et le troisième film qui, moi, m'a énormément marqué, c'était Eau argentée, qui a été très critiqué par ces jeunes gens, ce que je peux comprendre pour les raisons qu'on vient de dire, mais en même temps, ce que fait Simav Ménixian et Osama Mohamed, j'ai commencé à dessin par la femme dans les deux, même si évidemment c'était Osama dont on parlait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais de toutes ces images de gens qui ont filmé, comme tu dis, en live, peut-être que c'est virtuel, ou nous on a voulu dire que c'était virtuel, mais sauf que ces gens-là, ils filment quelque chose qui est absolument... Oui, ils sont peut-être ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la possibilité de prendre le temps, ils n'ont pas tous nos formes de cinéastes, et pour autant... Qu'est-ce qu'on en fait ? Et Eau argentée pose ces questions-là de façon extrêmement développée, avec par ailleurs l'émergence d'une filmeuse, c'est-à-dire de quelqu'un qui, elle, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle filme et qui décide qu'elle va filmer plutôt, justement, non pas la violence directe, mais l'enfant qui essaye d'éviter les snipers. Donc toutes ces questions-là, elles ont été de façon très passionnante, je trouve, et moi, du coup, ça m'a donné envie de plus opposer les unes aux autres, mais plutôt de s'intéresser à à toutes les possibilités qui nous sont offertes, y compris avec ces images de filmeurs, et y compris en posant la question de à quel moment on leur donne une scène, ce que fait David évidemment. Mais je ne crois pas qu'il faille... Enfin, moi, du coup, ça m'a donné beaucoup de réserves sur la façon d'avoir un point de vue éthique un peu trop arrêté sur ce que sont ces images, parce que j'ai l'impression qu'on est obligé en ce moment de se remettre en cause dans notre position de filmeur et de cinéaste pour ces raisons-là. Oui, donc j'ajouterais aussi par rapport à ce que vous dites sur la Syrie, c'est que, et pas un point de vue éthique, mais c'est la dimension aussi juridique du droit à l'image. C'est-à-dire quand Eau argentée montre des images de torture d'un adolescent, c'est des images qui sont prises par le régime syrien, mais qui sont montrées ici. Donc ça, c'est un problème aussi d'un point de vue du respect de la dignité des victimes. Je ne sais pas si le réalisateur a demandé à la famille du jeune garçon torturé à Deraa si il peut montrer son image. Donc ça pose des questions, des vraies questions. Vous avez raison, c'est une bonne question, et c'est une question qu'il faut absolument poser. Néanmoins, ce sont des images qui sont sur Internet et que les Syriens ont toutes vues, et il se trouve que ce sont aussi des images qui ont été à l'origine de la rébellion à Deraa à l'époque, donc, et qui a suscité des manifestations. Donc il est possible aussi qu'on ne soit pas obligé d'en rendre entièrement responsable le cinéaste. Moi, je soulevais la question du risque contentieux. Du risque contentieux, c'est-à-dire qu'on vous remplacez. Ce sont des vraies questions. Oui, vous remplacez le jeune garçon par un jeune garçon français ou italien ou américain, le film ne peut pas être diffusé. Donc, parce qu'il porte atteinte au respect de la dignité des victimes. Enfin bon, ça c'est une question juridique. Je ne veux pas du tout minimiser la question. Je pense que simplement, ça ouvre un vrai débat passionnant, parce que peut-être que ça se passe en Syrie, peut-être que ça va nous arriver aussi, et que la question va se reposer. Ouais, tout à fait. Alors, Erika, vous avez demandé la parole. Je ne sais pas si vous voulez donner le mot de la fin, le dernier mot ou l'avant-dernier mot. Si peut-être pas le mot de la fin, mais non, mais c'était par rapport à cette question des récits, des récits de la violence. Moi, je pense qu'il y a aussi les écrivains se la posent aussi. Et voilà, je voulais juste indiquer l'ouvrage de Sophie Divry qui s'appelle 5 mains coupées, qui est édité aux éditions du Seuil, et dans lequel elle tente, je trouve, un vrai travail de récit, justement, sur aussi, alors pour le coup, l'atteinte psychique des 5 personnes qui ont eu les mains arrachées et dont elle recueille la parole, et elle fait un travail de construction de récit sur l'après aussi, c'est-à-dire croisant et montant leurs témoignages, puisque le livre n'est fait que de leurs mots, et elle va croiser ces 5 récits pour porter une parole chorale qui est sur l'après de l'événement, c'est-à-dire l'atteinte dans la vie affective, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale de cet arrachement. Et là, je trouve que c'est un exemple sans image, mais c'est un exemple qui questionne la question des récits de la violence. D'accord.
Très bien, merci beaucoup pour cette référence. Peut-être pour terminer, j'aimerais donner la parole peut-être aux personnes qui appartiennent à la coordination, justement Stop Loi Sécurité Globale. Je sais que c'est une semaine assez chargée, du 13 au 20 mars. Je crois qu'il y a des mobilisations qui se passent ou pas. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu sur le site. Je ne sais pas si vous souhaitez en dire un mot pour clore un peu cette discussion, parce qu'on a dépassé les 2 heures et que... On souhaite toujours en dire un mot pour inviter les gens à nous rejoindre, parce qu'il y a besoin de monde à ces mobilisations. D'autant que je pense que, comme tout ce qu'on a dit peut aider à le penser, on est absolument concernés, tout un chacun. On parle en fonction de quelle date, en fait ? La date d'aujourd'hui ou Moi, j'ai vu sur le site de la coordination qu'en fait, il y a qu'à part du 13 au 20 mars, il y a une espèce de... Oui, absolument. Alors, aujourd'hui, on est le 12 mars. Le 12 mars, au moment de cet enregistrement. Voilà, absolument. Au moment de la diffusion. Voilà, au moment de la diffusion. C'est ça, ça gêne. Le 16 mars, donc, quand nos spectateurs nous entendront, il y aura eu un rassemblement devant le Sénat mardi 16 mars à 16h, auquel ils seront conviés après coup, donc. Mais il y en aura d'autres ensuite. Il va y avoir des actions à cheval entre question de la loi sécurité globale, donc coordination, et les organismes de cinéma et de théâtre tout le courant du week-end sur soit des occupations, soit des actions devant les cinémas, les théâtres, etc., à l'appel de pas mal d'organisations. Ça, c'est autre chose que la coordination, mais c'est quand même éminemment lié. Il va y avoir des actions de la coordination tout le courant du week-end aussi. Mais donc, cette manifestation, il y a aussi la manifestation, justement, à l'appel des familles de victimes le 20 mars. Le lendemain, demain. Demain, voilà, demain. Si nous étions au moment de la diffusion de cette émission, voilà. C'est demain, samedi. Il faut être là, avec les familles des victimes. Dans Paris et dans plusieurs villes en région, et tout ça se trouve sur le site de la coordination. Et c'est une mobilisation qui va continuer, parce que, en fait, la bataille n'est pas terminée. On en parle comme si on l'avait perdue, mais les brèches dont on parlait, cette guerre d'images, etc., elle a lieu, elle est en cours. Cette table ronde, elle en fait partie, donc il s'agit vraiment d'y participer. C'est une bataille en cours à laquelle il faut participer, parce qu'elle... En fait, quelque chose de notre avenir démocratique et de citoyens et de gens pensant et regardant est en jeu, quoi, maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Un tout dernier mot. Anne Galland, vous souhaitiez peut-être dire un mot ? Non, d'accord, très bien. Je vous remercie chaleureusement toutes et tous pour votre participation à la table ronde. Voilà, très bonne journée. Et à bientôt. Au revoir. Merci.